Le réseau, on ferme, vous voulez? Ah non, ça. Il n'y a pas les bureaux de. Si, ils sont. Et tout. On les entend, mais. Ouais, peut-être les déranger, moi, si je fais. Sauf s'il veut faire des rattrapages. Rick, il va venir ou pas? Sauf s'il veut faire des rattrapages de cours avec nous, mais. Je pense qu'il va venir. Et Rick, il ne va pas? Il est en Zoom, mais peut-être qu'il va arriver. Ah oui, comme il veut. On va le voir apparaître alors qu'il est côté. Ça, c'est exceptionnel, c'est le truc. Bon, allons-y, commençons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bases du système immunitaire. Et en fait, pour parler des bases du système immunitaire, selon moi, il y a deux moyens. C'est soit faire un cours théorique sur in vitro, à quoi sert un lymphocyte T, à quoi sert un lymphocyte B, à quoi sert un lymphocyte K, etc. Et ça, on n'est pas sûr que ce soit vrai dans la nature, finalement. Puis en fait, vous êtes dans du plastique avec des cellules avec qui vous mettez des trucs dessus, donc des modèles très artificiels. L'autre solution, c'est de dire, dans la nature, les gens qui font des infections et qui ont des déficits de l'immunité, se dire quel type de déficit immunitaire donne tel type d'infection. Et ça a été grâce aux pédiatres qu'on a compris ça. Par exemple, la voie NF-κB, on pensait qu'elle était importante pour tout. Puis des enfants qui ont des anomalies dans la voie NF-κB, ils font surtout du pneumocoque, mais ils ne font aucun autre type d'infection. Donc en fait, pour dire vraiment à quoi sert le système immunitaire, il faut voir ce que ça fait dans la nature quand on a une anomalie. Vous voyez, donc voilà. Donc, moi, je travaille en immuno, juste à côté. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est devant des infections, est-ce qu'il y a un déficit immunitaire sous-jacent? Donc ça, c'est la partie diagnostique. C'est-à-dire une infection, est-ce qu'elle ne cache pas en fait un énorme truc qui doit être exploré en fait, et comment on doit explorer en fonction du type d'infection. Mais en fait, il y a plein de fausses pistes dans lesquelles il ne faut pas se lancer. Par exemple, les gens qui sont dénutris ou qui sont en réanimation pendant longtemps, souvent, ils ont une diminution de l'albumine, qui sont tout moches, et une diminution des gamma-globulines aussi, et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont un déficit immunitaire. Et souvent, quand on est très, très malade ou anorexique, etc., souvent, l'albumine baisse, mais les gamma-globulines aussi, on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc, imaginez un malade qui est intubé pour un Covid depuis 90 jours, et qui a fait des pneumopathies sous ventilation, et à qui on fait une électrophorèse et qui a une hypogamma. Vous n'allez pas dire, je viens de diagnostiquer un déficit immunitaire. En fait, ce malade-là, il est tellement malade qu'il a du catabolisme accéléré et il a une hypogamma. Donc ça c'est pas un vrai déficit immunitaire. Et souvent, quand les malades sortent de réa, s'ils arrivent à sortir, ça se réverse. Après, les infections qui sont peu rentables, dans lesquelles vous ne trouvez jamais de déficit immunitaire, c'est les rhinopharyngites à répétition, qui peuplent mes consultations. Donc des gens qui viennent avec mal à la gorge 3 fois en hiver, et à qui on a fait des dosages d'immunoglobulines en ville, dans des labos pas de référence, donc ils trouvent des taux bas, et après les gens ils croient qu'ils ont un déficit de l'immunité humorale, et en fait on ne trouve rien. Les angines, on ne trouve rien non plus. Quand on est vraiment emmerdé par des angines, il faut enlever les amygdales. Voilà, c'est plutôt un problème d'ORL. Les érysipèles, les gens qui viennent aux urgences avec des érysipèles, à répétition, vous ne trouvez jamais un déficit immunitaire. Ce que vous trouvez souvent, c'est souvent des gens obèses, avec du lymphodème, qui ont des intertrigos, et plutôt des trucs locaux. Donc ça, vous ne lancez pas dans des bilans de déficit immunitaire. Et pareil pour les infections urinaires à répétition. Souvent, on adresse des gens pour les infections urinaires à répétition, et c'est souvent des problèmes urologiques, avec du reflux, des syndromes de la jonction, mais on ne trouve jamais d'anomalie du système immunitaire chez ces patients-là. Et la tuberculose, même quand vous faites une tuberculose disséminée, il faut faire une sérologie VIH, ça je pense c'est le moindre truc à faire. Et après vous lancez dans des bilans compliqués sur une tuberculose, c'est assez fréquent la tuberculose. On ne sait pas pourquoi il y a des gens qui font de la tuberculose et d'autres pas, parce que quand vous êtes dans le métro, vous êtes très exposé à la tuberculose et vous ne développez pas de tuberculose. Donc, mais on trouve rarement des déficits immunitaires quand c'est une tuberculose d'âge mûr et isolée. Après, si la patiente a fait 4 pneumonies en plus et a des verrues partout, oui, là vous allez peut-être trouver quelque chose. Mais bon. Et après, il y a un autre truc. C'est en fait le système immunitaire, et ça permet de parler du système immunitaire. Il y a 2 composants. Il y a le composant immunitaire, comme vous connaissez, polynucléaire, lymphocytes, etc. Et puis il y a le composant épithélial. Et en fait, la première barrière du système immunitaire, avant même qu'on rentre dans les cellules compliquées, ce sont les épithéliums. Et en fait, il y a tout un tas de mecs qui ont des trucs qui ressemblent à des déficits immunitaires parce qu'ils s'infectent, ils font des infections respiratoires et tout. Puis vous leur explorez le système immunitaire, vous ne trouvez rien, mais en fait, leur problème ne vient pas du système immunitaire lui-même, il vient des bronches, par exemple. Et typiquement, le grand classique de ça, il y en a 2 que vous connaissez, c'est la mucoviscidose, qu'on peut diagnostiquer à l'âge adulte sur les infections respiratoires à répétition. Et puis la BPCO, les mecs qui ont des BPCO très graves, vous savez, ils font des infections respiratoires l'hiver, parfois ils font des mycobactéries dans le poumon, de l'aspergillose, et pourtant ils ne sont pas d'anomalie du système immunitaire. Donc méfiez-vous des mecs qui ont des épithéliopathies, en fait, globalement. Donc ça, c'est le meilleur exemple, c'est l'épithélium bronchique. Mais par exemple, chez les enfants qui faisaient des encéphalites herpétiques, alors encéphalite herpétique, c'est une maladie de l'enfant. L'enfant devient fou, on dit il est agité, puis souvent il y a un retard diagnostique, et en fait il a cramé
ses lobes temporaux, et après l'enfant il est handicapé à vie. Donc c'est un diagnostic qui est souvent retardé. Et en fait, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y avait des familles qui étaient décimées par l'encéphalite herpétique, alors que d'autres faisaient une imprimo-infection sans problème. Et donc ça donne envie de chercher un déficit immunitaire. Quand il y a des frères jumeaux qui ont un truc grave comme ça, et en fait, ces gens-là, ils ont une mutation dans un toll-like récepteur qui s'appelle le TLR3, et en fait, ils sont malades pas tellement du système immunitaire au sens propre, contrôle par les cellules T virus, mais par la glie. En fait, leur glie, elle est poreuse au virus herpès, et donc ils sont malades de ça. Et pour les verrues, certaines verrues particulières, c'est la même chose. On dit, ah, le mec, il est couvert de verrues, je vais vous montrer des photos, et vous dites, ah, c'est sûr, il a une anomalie des lymphocytes T, il est infecté par le VIH, j'en sais rien. Vous cherchez, vous ne trouvez pas, et en fait, les gènes qui ont été décrits dans des familles complètes, où il y a plein de verrues partout, parce que la verrue, on est tous exposés aux verrues aussi, et puis en fait, on s'en débarrasse, quoi. Donc, pendant l'adolescence et la petite enfance, on a un petit déficit immunitaire vis-à-vis des verrues, et après, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, quand vous voyez un adulte de 50 ans qui ne peut pas vous serrer la main, moi ça m'arrive de temps en temps parce qu'il a des verrues partout, clairement il y a un problème, mais vous ne trouvez pas toujours une anomalie du système immunitaire. Vous trouvez parfois des anomalies des kératinocytes, parce qu'en fait c'est quand même une maladie de peau. Donc les malades ne sont pas malades du système immunitaire pour en parler, mais parce que leurs kératinocytes ne fonctionnent pas bien. Les kératinocytes, ce n'est pas simplement pour protéger, probablement ça protège les verrues, ça sécrète des cytokines, etc. Donc ça, c'est vraiment la première barrière du système immunitaire, ce sont les épithéliums. Donc regardez cette patiente, par exemple, je vais vous montrer aussi un autre truc. Ça, ce sont les cordes vocales d'une dame qui avait une dysphonie. Aucun antécédent. 45 ans, aucun antécédent. Elle dit, je ne peux pas parler. En fait, on voit ce truc-là, donc on lui dit, vous avez un cancer du larynx. Et on biopsie, et dedans, c'est des lésions HPV, des lésions virales. D'accord ? Et donc, on porte le diagnostic de ce qu'on appelle une papillomatose laryngée, une maladie rarissime. Et on se dit, elle a une susceptibilité très anormale à l'HPV. Et donc, on va lui faire, on va lui chercher des déficits immunitaires. Donc, on lui demande si elle a fait des verrues, jamais. S'il y a des problèmes de gynéco avec des conisations, jamais. Et donc, elle est juste, au niveau de son épithélium laryngé, il y a un défaut de contrôle de l'HPV. On va dire, on ne respire pas de l'HPV tout le temps, mais parfois ça peut arriver. Et donc, elle a développé des lésions comme ça. Et vous voyez, en fait, elle est malade de l'épithélium laryngé et pas du tout du système immunitaire. Ça, c'est pareil, c'est dans des populations d'Asie du Sud-Est et d'Afrique du Nord. Dans le PIF, ils ont des lésions qui se développent. On se dit, oh là là, c'est un lymphome en biopsie. Et là, en fait, c'est un carcinome épidermoïde EBV+. On apprenait ça pour l'internat, les carcinomes du nasopharynx. C'est lié au virus EBV, ce n'est pas du système lymphoïde. Et on pense que ces patients d'Asie du Sud-Est et d'Afrique du Nord, ils ont du mal à clairer le bébé. Et le bébé, il arrive à rentrer dans les cellules épithéliales, ce qu'il d'habitude, il ne sait pas faire. D'habitude, il rentre dans les lymphocytes B, le bébé. Et en fait, comme ils ont du mal à le virer, ils développent ça. Mais quand vous regardez s'ils ont fait une primo-EBV grave, ils n'en ont jamais fait. Est-ce qu'ils vont faire plus de lymphome EBV? Non. Est-ce qu'il y a des familles qui ont ça? Non plus. Et donc, en fait, ils sont malades probablement de l'épithélium du PIF plutôt que des lymphocytes T, quoi. Mais le cancer HPV de l'ORL, il existe. Le cancer HPV de l'ORL existe de plus en plus. Mais là, c'est différent de la papillomatose. Exactement, c'est un autre truc. Là, ça, c'est des lésions qui ne sont pas vraiment tumorales. Après, ça peut dégénérer, donc c'est un cauchemar. Il faut faire du laser et tout ça. Mais les carcinomes épidermoïdes HPV+, maintenant qu'on cherche de l'APE, il y en a de plus en plus. Et c'est un vrai enjeu de santé publique et probablement, il faudrait vacciner les garçons et les filles le plus tôt possible pour éviter d'avoir ces tumeurs épidermoïdes maintenant de la face aussi qui apparaissent. HPV+. Mais donc, méfiez-vous, ça se ressemble à un déficit immunitaire, en fait, c'est une maladie d'un épithélium. Et le plus classique, c'est le mec qui est PPCO, qui fait plein d'infections l'hiver, et à qui on dit, je vais trouver un déficit immunitaire, et en fait, il est malade de la bronche. Pas malade. Est-ce qu'il est là? Non, c'est quelqu'un de petit. Alors après, il y a des enfants qui naissent avec des anomalies des cils, ce qu'on appelle des dyskinésies ciliaires. Ça ressemble un peu à la muco, si vous voulez. En fait, ils ont des anomalies d'épithélium où les cils, que vous arrivez à regarder en microscopie électronique, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, donc c'est des centres très spécialisés. Nous, on envoie ces patients se faire explorer. Quand on les voit, ils ont fait plein d'infections respiratoires, sinusite, bronchite, pneumonie, et on a tout vérifié dans leur système immunitaire, on ne trouve rien. On se dit, est-ce que ce n'est pas une maladie de l'épithélium? Donc, on séquence CFTR, le gène de la muco, et puis on les envoie se faire gratter les poils du nez, là, pour voir s'ils bougent bien ou pas. Et il y a plein de gens, ces patients-là, quand on les envoie, souvent on nous dit qu'ils ont une dyskinésie ciliaire et c'est une maladie génétique en fait. Les cils ne bougent pas. Et donc ils font des bronchites et des sinusites, c'est là où il y a le plus d'épithélium. Et souvent ces patients-là, il y a une histoire familiale, parce que c'est récessif, donc l'arbre généalogique est rentable, et ils sont stériles. Parce qu'en fait, il y a aussi des cils pour emmener les spermatozoïdes à l'extérieur. Et donc en fait, quand vous avez une dyskinésie ciliaire, vous êtes aussi malade de ça. Et donc souvent, il y a une stérilité. Les gens n'ont pas d'enfants. Voilà, donc ça c'était l'épithélium, ok. Et après, le deuxième truc, c'est l'immunité
qu'on apprend dans toutes nos études de médecine et qu'on oublie aussi. Il y a une phase d'immunité innée. L'immunité innée, ce n'est pas un truc d'intellectuel, mais si vous voulez, c'est ça qui est là au moment où il faut agir vite contre des pathogènes, notamment des bactéries, des agressions qu'on a tous les jours. Donc là-dedans, on peut rendre hommage aux polynucléaires nucléaires neutrophiles, aux monocytes, éventuellement au NK et aux compléments. Et puis si ça ne suffit pas pour circonscrire une infection, et bien vous avez la cellule dendritique qui intervient et qui se met à présenter des morceaux du pathogène à des cellules lymphoïdes. Et là, on fait appel à l'immunité adaptative avec les lymphocytes. C'est souvent que ça arrive. Des petits groupes. Ah, d'accord. Donc voilà, donc il y a ces deux composants. Et vous allez voir que quand vous manquez d'un composant en particulier, vous avez des infections très particulières. Si vous manquez de lymphocyte B et de gamma-globulines, on va faire des infections respiratoires. Si vous manquez de lymphocyte T, ben vous allez faire comme les patients HIV, quoi, pneumocystose, toxoplasmose, etc. Si vous manquez de polynucléaires neutrophiles, vous allez faire des sepsis bactériens super graves, comme les patients qui sont en aplasie après les chimiothérapie. Alors, chez l'adulte, quand on voit des gens qui viennent nous voir avec des infections à répétition, on ne se jette pas vers les causes génétiques. En fait, un monsieur qui a 50 ans développe des infections, la probabilité pour qu'il ait une maladie génétique qui cause ça est relativement faible. En pédiatrie, c'est toujours des maladies génétiques la plupart du temps, ou presque. Chez l'adulte, c'est vraiment ça. Il faut soigner des immunodépressions secondaires. Et le plus classique, c'est le VIH. Le mec qui vient vous voir avec un zona qui a 35 ans, il faut absolument lui faire une sérologie VIH avant de se lancer dans l'exploration de ses lymphocytes T, etc. Donc ça, on peut se faire avoir. Il y a plein de trucs qui donnent des immunodépressions secondaires. Donc le VIH, c'en est un. Les lymphomes aussi, il y a certains lymphomes, vous verrez, qui sont très associés à des déficits immunitaires, même s'ils n'ont pas eu de traitement. Par exemple, la maladie de Hodgkin, que vous connaissez bien, il y a parfois des gens qui rentrent dans la maladie de Hodgkin avec des infections opportunistes. Parce que la maladie de Hodgkin, ça fout à plat le système immunitaire. On ne sait pas comment. Mais... Et d'ailleurs, quand vous faites une intradermo à des Hodgkin, ils ont une allergie tuberculinique. Donc le Hodgkin, c'est une vraie situation d'immunodépression avant tout traitement. Et par exemple, moi, je me souviens d'un monsieur qui avait 65 ans avec des troubles à confusion, quoi. Donc il est hospitalisé pour confusion, donc il n'a pas de globe, il n'a pas tout le truc qu'on cherche, là, l'hyponatrémie, etc. Mais en fait, il a des images cérébrales très inquiétantes qui ressemblent à de la LEM, la leucoencéphalopathie multifocale progressive. Et on se rend compte effectivement dans la PL qu'il a du virus JC, un mec qui a 65 ans. Donc on vérifie qu'il ne soit pas VIH, premier truc à faire, ça vous n'aurez pas oublié. Et puis après, on regarde et en fait on lui fait un scanner, il a des énormes ganglions. Et quand on biopsie les ganglions, c'est du Hodgkin. Donc en fait, il avait un Hodgkin avec révélé par une infection opportuniste. Donc chez l'adulte, quand vous évoquez un déficit immunitaire, avant de dire c'est un déficit primitif, il faut être sûr que ce soit pas un déficit secondaire. Après, il y a les médocs. Ouais. Pour les lymphomes, c'est que le Hodgkin ou il y a d'autres lymphomes? Le Hodgkin, beaucoup. Il y a un autre lymphome T qui s'appelle le lymphome T angio-immunoblastique. Oui, ouais. LAI qui est rare. Celui-là, nous on le voit en immuno parce qu'il donne vraiment des déficits immunitaires. Et globalement, c'est surtout ces deux-là. Voilà. Pour le compartiment T et pour le compartiment B, souvent la LLC ou le myélome, ils sont associés à des hypogammas, donc les gens peuvent faire de l'infection respiratoire. Mais le type d'infection est un peu différent. Après, il y a les médocs. Et donc, méfiez-vous des médocs. Souvent, les médocs, ça ne donne pas de déficit immunitaire. Souvent, les gens, ils ont dit moi, j'ai eu une fois une patiente qui est venue en consulte parce qu'après une semaine de corticoïdes pour une BPCO, elle a fait une pneumocystose. Et on lui a dit c'est normal, vous avez pris des corticoïdes pendant une semaine à 20 mg par jour. Non, c'est probablement ça a dû démasquer quelque chose, quoi. Donc, c'est très rare que les médocs donnent des déficits immunitaires. Le rituximab, par exemple, si vous avez 4 perfusions pour un PTI, globalement, vous n'avez pas d'hypogamma. Donc, il faut vraiment que vous ayez 2 ans de ritux, comme on fait pour les lymphomes folliculaires, typiquement. Mais sinon, il ne faut pas acheter la cause médicamenteuse, c'est quand même relativement rare. Et donc voilà, et donc on va regarder les types d'infections, est-ce que ça donne comme pathologie. Donc là, c'est les infections opportunistes. C'est-à-dire qu'en fait, l'opportunisme, c'est que normalement, la définition, c'est quand vous avez un système immunitaire normal, vous ne développez pas ces infections. Toute la journée, vous respirez de l'aspergillus en passant devant des travaux, vous êtes colonisé à pneumocystis, et en fait, il ne se passe rien. Et donc, c'est quand il y a une rupture de l'immunité, un déficit immunitaire qui apparaît, que vous faites ces infections-là. Et donc, les infections opportunistes, vous allez dire, mais c'est quoi la liste des infections opportunistes? Jusqu'en 1982, on ne savait pas bien comment mettre le curseur. Et puis après, quand les gens ont commencé à avoir le sida, c'est-à-dire qu'on avait un modèle où il y avait un virus qui dézinguait les lymphocytes TCD4, on a regardé ce que les gens faisaient comme infection. Et donc, globalement, les gens qui n'ont pas de CD4, ils font des infections virales et parasitaires. Alors, c'est fourbe le VIH parce que, pour vous dire la vérité, les patients, ils ont aussi des pneumonies. Les pneumonies, ça ne dépend pas de l'immunité T. Mais quand on explorait leur immunité B aux patients VIH, ils avaient souvent un déficit en plus en IgG2. On ne sait pas pourquoi. Donc, ils avaient un déficit combiné. Mais globalement, et d'ailleurs, quand on s'est mis à mettre du Bactrim aux patients, pour prévenir la pneumocystose, la toxoplasmose, ils ont arrêté de faire des pneumonies parce que ça marche très bien sur le pneumonie.
Donc, les infections opportunistes, c'est celles qui définissent le stade SIDA, et globalement, sont des infections virales, sont des infections parasitaires, cryptococcose, cryptosporidiose, des cancers viraux-induits, le cancer du col, des lymphomes EBV induits aussi. Ça, c'était des signes d'infection opportuniste. Et là, vous vous rendrez compte que faire de l'EBV, y compris un lymphome EBV, ça peut être un premier signe de déficit immunitaire. Vous ne contrôlez pas le virus et puis il prolifère et il transforme les cellules en cellules malades. Donc ça, donc ça témoigne d'un déficit T. D'accord. Si vous avez un patient qui vient vous voir avec ce type d'infection, la première chose à faire, c'est une sérologie VIH. D'accord. Et donc après, la question, c'est si la sérologie VIH est négative, qu'est-ce qu'il faut faire devant un déficit T? Et donc, en fait, doser d'abord les CDK du malade, pour commencer. C'est un test assez simple. Hein. Et donc, soit le malade, il n'a pas de CD4 du tout, d'accord. Il a un déficit en CD4 qui n'est pas lié au VIH. Et là, après, vous pouvez demander un avis spécialisé pour savoir quelles sont les maladies qui donnent des déficits en CD4. Et ça peut se rechercher. Ce qui est plus compliqué, si vous voulez, c'est les malades qui ont des infections opportunistes. Vous dosez leur CD4. Et puis, au niveau des CD4, c'est normal ou très élevé. Et donc, après, vous vous dites, ce n'est pas un défaut quantitatif, mais c'est un défaut qualitatif. Donc, à ce moment-là, mais ça devient spécialisé. Et dans ce cas-là, on peut discuter avec vous. Vous faites des tests de prolifération des lymphocytes. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la moitié des mecs, leurs lymphocytes sont en nombre normaux, mais ils ne prolifèrent pas. Donc là, vous avancez progressivement vers la caractérisation du déficit immunitaire du patient. D'accord. Donc, s'il y a un truc à retenir, les infections opportunistes, ça définit globalement un déficit T, CD4. Il faut éliminer une infection HIV chez un patient adulte, et éventuellement un lymphome de Hodgkin ou un lymphome T. Et si jamais vous n'avez pas trouvé ça, il faut demander un avis spécialisé pour savoir s'il faut faire plus de tests. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas du tout le but ici. Alors, chez l'enfant, genre un enfant qui naît, qui fait la fierté de ses parents et qui, au bout de 3 semaines, développe une pneumocystose, là, on est inquiet, il est hospitalisé, peut-être en réanimation avec de l'oxygène, on lui fait une NUM, et puis il faut se méfier, et il a 2000 lymphocytes. 2000 lymphocytes chez un enfant, c'est anormal, hein, il naît avec plutôt 4000. Donc ça veut dire que cet enfant, il a un déficit en lymphocytes T, et en fait, au lieu de doser ses lymphocytes T, en fait, il a 0. Et donc, dans la forme pédiatrique, c'est ce qu'on appelle le déficit immunitaire combiné sévère. Voilà. Ça, c'est une truc de pédiatre. Les enfants, ils n'ont pas de lymphocytes T. Très rapidement après la naissance, ils font la pneumocystose, la toxoplasmose. Ils doivent être hospitalisés en immunohématologie. Avant, ils étaient mis en bulle, vous savez, et puis on cherchait un donneur pour les greffer. Et il y a plein de maladies génétiques qui donnent ça. Je ne sais pas si je les ai listées. Par exemple, cette molécule RAG, elle est vachement importante pour le réarrangement du BCR et du TCR. Et quand vous naissez avec une mutation de RAG, vous ne réarrangez ni BCR ni TCR, et vous naissez avec que des NK. Vous n'avez pas de B, pas de T. Et donc, très rapidement après la naissance, vous faites du pneumocystose. Donc, il y a plein de génétiques. Du coup, après, chez l'enfant, dans la déficit immunitaire, c'est de la génétique. On passe les enfants sur une puce, on trouve le gène et on leur fait une greffe de moelle. Chez l'adulte, c'est très embêtant. Moi, j'ai pas mal de patients qui commencent leur maladie à 40 ans, ne sont pas HIV, n'ont pas de lymphome, notamment une dame, je pense à elle, je pense qu'elle n'est pas décédée, rétinite ACMV, toxoplasmose cérébrale, des verrues partout. Et en fait, on n'a jamais compris. On l'a passé en génétique, on n'a rien trouvé. Et on ne savait pas quoi faire de cette patiente. Est-ce qu'il faut la greffer? Et souvent, les adultes, quand vous les voyez, déjà, ils ont 40 ans, ils n'ont pas 6 mois. Et donc, ils ont déjà bien vécu, ils ont le foie malade, le poumon malade, et on ne sait pas s'il faut les greffer. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que chez l'enfant. Donc ça, c'est pour l'été. Alors, infection inhabituelle, je pense que vous ferez le diagnostic tout seul. Si vous voyez un truc comme ça, vous vous dites, bon, c'est quand même assez atypique de voir ça. Donc, vous vous étonnerez, parce que comment on définit une infection inhabituelle? L'infection opportuniste, on dit, c'est l'infection du sida. Infection inhabituelle, c'est qui décide que c'est inhabituel? Ben, on ne sait pas. Donc, en fait, la définition, c'est ni opportuniste ni habituel. Mais ça remonte à la question d'un cran. Qu'est-ce qu'est une infection inhabituelle? Si vous demandez à un immunologiste c'est quoi une infection inhabituelle, on va vous dire tout patient qui fait une infection a quelque part un déficit immunitaire. Ça, c'est l'obsession des immunologistes. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a des trucs un peu bizarres. Notamment, je voulais vous parler du zona. Vous vous infectez, vous faites la varicelle étant petit, et normalement, ça se passe assez bien, la varicelle. Ça se passe tellement bien que vous savez qu'il vaut mieux l'avoir tôt, la varicelle, parce que quand vous faites, on a encore un malade HIV qui a fait une varicelle à 30 ans, il est mort en réanimation, il atteint de pulmonaire. Et donc, il vaut mieux l'attraper tôt. Et d'ailleurs, il y a même des goûters varicelles qui sont organisés. Où en fait, quand votre enfant il a la varicelle, alors déjà, ce n'est pas une cause d'éviction en crèche, il est plein de boutons, vous pouvez le mettre, ça vous pouvez venir travailler. Et en fait, lui, il va contaminer tous ses potes. Et donc, personne ne dit qui est l'enfant varicelleux, mais enfin, quand les parents viennent chercher leur enfant et qu'ils voient le vôtre qui est plein de boutons, ils se disent probablement ça doit être lui.
il y a écrit il y a une varicelle, et après les gens se contaminent, ils se grattent, ils ne dorment pas, les parents ne dorment pas, mais au bout d'un moment, ils ne meurent pas. Si dans l'eau, il y a un déficient immunitaire, on va le savoir, il va mourir en réanimation, on va dire, putain, merde, lui. Et donc, c'est assez. Normalement, la varicelle, ça passe sans problème. Et donc, si dans les antécédents, il y a un monsieur qui vous dit, moi, j'ai fait une varicelle hospitalisée pendant 15 jours en réa, ça aussi, c'est qu'il a peut-être un déficit T. Et donc, moi, celui que j'ai vu l'autre fois, c'était un HIV. On va faire le diagnostic de HIV. Et après, la question de cette zone-là, c'est la résurgence de VZV. Normalement, VZV, on le garde dans l'organisme toute notre vie. Et on n'est pas tellement censé avoir un zona. C'est-à-dire que notre système immunitaire T, CD8, toute la journée, il check pour vérifier que le VZV ne se réveille pas. Et donc, la question, c'est infection inhabituelle. Quelqu'un vient vous voir à 40 ans, vient de faire un zona. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? D'accord. Et en fait, quand vous regardez les fréquences, c'est des généralistes qui ont fait ça. Globalement, la fréquence, par exemple, on peut se mettre là, à 40 ans du nombre de zonas, c'est moins de 20 pour 10 000. Donc, c'est rarissime. Et donc, comme c'est rare, on a tendance à penser que c'est probablement, ça cache un déficit immunitaire. Donc, sérologie VIH obligatoire. Et après, si ce n'est pas ça, peut-être au moins faire un dosage de lymphocyte T pour voir s'il n'y a pas une lymphopénie. Après, on verra si c'est ce que c'est comme diagnostic. Donc, faire un zona quand on a 80 ans, voyez, et a fortiori, si c'est un zona monométamérique thoracique, c'est les formes les plus classiques, parfois vous ne trouvez rien chez le sujet âgé, même s'il faut se méfier des lymphos et des trucs comme ça. Maintenant, le mec de 20 ans qui vient vous voir, il a fait un zona, 4 zonas multimétamériques dans l'œil, il a perdu la vue et tout ça, lui, probablement, il a un déficit immunitaire. Donc c'est ça qui est compliqué dans les déficits immunitaires, c'est à quel moment il faut mettre le curseur. En fait, c'est le bon sens. Hein. Vous verrez les photos que je vais vous montrer, les gens qui ont des verrues comme ça, clairement, ils ont un problème. Donc ça, c'est le zona, donc ça traduit un déficit T. Après, il y a des bactéries dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, nocardia, je pense que si, quand même. En fait, et vous avez déjà vu des patients avec des nocardioses? Ouais, en fait, ça arrive, dans les chez les compétences, ça n'arrive jamais, la nocardiose. Ça arrive, en fait, moi j'en avais vu quand j'étais externe chez des transplantés rénaux, quand même, contexte d'immunodépression. Et puis, on en a quelques-uns de temps en temps. Et ça, quand vous avez des nocardias, en fait, la nocardia aime bien être attaquée par le polynucléaire neutrophile. D'accord. En fait, c'est une bactérie qui a besoin d'être phagocytée et détruite dans la cellule. Et donc, quand vous avez un problème de macrophage ou polynucléaire de défaut de phagocytose congénitale, ben, vous allez faire de la nocardiose. Parfois grave, hein, parce que ça se met dans le cerveau, dans le poumon, c'est une catastrophe. Et puis, il y en a un autre aussi, dont vous avez peut-être déjà jamais entendu parler, c'est le Burkholderia. C'est une bactérie qui donne des pneumonies, et en fait, ça n'existe pas chez les immunocompétents. L'autre jour, il y a un jeune homme qui est venu 25 ans me voir en consultation, il m'a dit j'étais hospitalisé en pneumo, on m'a dit de venir vous voir en consulte. Et donc, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit j'ai fait une pneumonie. Je dis donc j'allais partir sur hypogamma, etc. Et en fait, il me dit c'est une pneumonie, un truc très bizarre. Et donc, il me dit c'est Burkholderia. Et Burkholderia, globalement, la maladie qui donne ça, c'est soit vous avez des bronches pourries, donc vous êtes PPCO, etc., soit vous avez ce qu'on appelle une granulomatose septique chronique, une maladie polynucléaire, en fait, il y a un défaut de phagocytose. Et lui, il avait ça, en fait. En fait, il a une granulomatose septique chronique. Par curiosité, du coup, c'est des hémocultures pour les nocardies? Ouais, ça peut pousser dans les hémocs. Parfois, on fait de la NGS, de la métagénomique, c'est dur à diagnostiquer. Et le mieux, c'est d'avoir des biopsies de tissus. Ça fait des trous dans les poumons. Et là, vous faites pousser. Mais c'est dur à faire pousser. Et lui, typiquement, c'est marrant que vous disiez ça, le monsieur là, de 25 ans, il est resté hospitalisé 5 semaines avant que ça pousse et qu'on se rend compte que c'était Burkholderia. Il avait un tableau de pneumonie très bizarre. Il avait des céphalosporines et de la zitro, je crois, pneumopathie grave avec de l'oxygène. En fait, ça a poussé et il a reçu des quinolones. Voilà. Pour la trouver, il faut aller chercher. Ah ouais, exactement. J'ai une question, c'est par curiosité parce que je pensais à un patient qui porte une aplasie très, très, très prolongée. Ça pourrait donner une pneumopathie à Burkholderia. Et ben en fait, curieusement, on voit des malades en greffe de moelle qui ont des aplasies prolongées en autovert. Et oui, ils ne font pas tellement ça. Donc, je ne sais pas si c'est un problème quantitatif du polynucléaire ou un problème vraiment qualitatif de phagocytose. Donc, finalement, quand il vous en reste un tout petit peu, je ne sais pas exactement ce qui se passe, ou en fait, vous avez toujours des monocytes qui fonctionnent dans des tissus, ou j'en sais rien, vous ne faites pas ça. Par contre, quand vous êtes né avec un défaut de phagocytose, bah, vous allez faire ça au plein moment. Et des CGD, c'est possible de faire les diagnostics comme ça à 25 ans? Bah, il n'avait aucun. Si alors, il était suivi pour un plus. En médecine interne. Et en fait, je vais vous montrer le schéma des CGD après. Et en fait, on a eu le diagnostic, il avait 25 ans. Et sa mère, elle a un lupus aussi, elle a la mutation. Elle a fait le diagnostic à 60 ans, parce qu'on est remonté par le fils. Elle n'a jamais fait d'infection, un lupus, quoi. Et c'est vrai que les CGD, ils ont en plus des manifestations très curieuses d'autoimmunité, comme des pseudo-lupus. Donc, il était envoyé par un interniste, et oui, il a une mutation. C'est assez étonnant, ce truc-là. Après, pour vous dire, lui, en particulier, quand on regarde son burst oxydatif, sa capacité de phagocytose, elle n'est pas nulle. Il a une mutation avec une fonction résiduelle. C'est pour ça qu'il est plus probablement tard au diagnostic.
Mais vous voyez, ça c'est une infection inhabituelle. Si vous entendez ces trucs-là, ça peut juste faire tilt en disant qu'il faut chercher un déficit de la phagocytose quand c'est nocardia et burkholderia et un chilet quand c'est un zona. Alors après aussi, les infections répétées, les gens ils viennent nous voir, ils disent je fais plein d'infections, je fais plein d'infections, je fais plein d'infections. Et donc c'est là où vous avez un truc à jouer, c'est savoir de quel type d'infection c'est et de quoi il s'agit. Si c'est des rhinopharyngites, ne vous lancez pas dans la rhinopharyngite en faisant des guettosages de gamma-globuli, etc. Vous n'allez rien trouver, et puis les malades, les patients, en plus, ils vont commencer à s'accrocher à des trucs qu'ils n'ont pas. Donc vraiment, il faut leur demander, c'est quoi comme infection? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous avez mouché sale? Est-ce que vous avez pris des antibiotiques? Est-ce que ça a rechuté à l'arrêt des antibiotiques? Vraiment pour savoir si c'est des infections qui récidivent et qui sont symptomatiques. Si le mec arrive, moi ça m'arrive de temps en temps, 3 pneumonies avec des pneumocoques dedans, probablement il y a un truc à trouver. Si c'est j'ai mal à la gorge l'hiver 4-5 fois et on me donne des antibiotiques alors qu'il n'y a aucune indication, ne vous lancez pas dans des bilans immunologiques si vous n'avez rien trouvé. Si les patients sont jeunes, s'ils ont leur carnet de santé, c'est intéressant parce que parfois vous vous rendez compte qu'il y a des malades qui arrivent avec un carnet de santé, ça fait genre un annuaire. Ils ont rajouté des pages tellement ils ont été malades quand ils étaient petits. Et donc ça c'est plutôt un argument pour explorer ces patients-là. Donc l'autre type d'infection dont on n'a pas encore parlé, mais que vous connaissez déjà, c'est des mecs qui font des bronchites et des sinusites et des pneumonies à répétition. Et là, globalement, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas un déficit T ni un déficit de la phagocytose, c'est un déficit en gamma-globuline. D'accord? Et un peu comme dans les T, soit vous pouvez avoir un déficit quantitatif, et pour faire le diagnostic de ça vous connaissez cet examen, vous faites une électrophorèse. Quelqu'un qui vient vous voir et qui fait 3 pneumonies ou qui fait des sinusites tout l'hiver et qui est sous antibiotiques pendant 6 mois, moi j'en vois des comme ça, il faut faire une électrophorèse pour voir s'ils n'ont pas un défaut quantitatif en gamma-globuline. Donc la question est, si ces patients-là, ils n'ont pas de défaut à l'électrophorèse, qu'est-ce qu'on fait Et je pense que ça vaut le coup d'aller regarder les sous-classes d'immunoglobuline. Vous savez, il y a des IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Parfois, il y a des malades qui n'ont que le défaut de sous-classe. Et si ça, c'est normal et que le malade est vraiment symptomatique, je pense que ça vaut le coup aussi d'étudier les réponses vaccinales au pneumocoque. Par exemple, quand vous vaccinez, si vous vaccinez contre le pneumocoque, 2 mois plus tard, vous avez une réponse contre 12 sérotypes du pneumocoque. Il y a des malades, ils ont des taux d'anticorps normaux, des taux de sous-classe d'immunoglobuline normaux, mais quand vous leur faites des vaccins, ils ne répondent pas du tout au vaccin. Et donc, ça s'appelle un déficit de réponse au vaccin. Donc, globalement, s'il y a un truc à retenir de ce premier type d'infection, infection respiratoire vraiment avérée, pas des rhinopharyngites, électrophorèse et dosage pondéral des immunoglobulines. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ces patients, vous verrez, ils font des infections respiratoires et sinusiennes, mais parfois ils font aussi des gastro. Donc, dans l'interrogatoire, pour leur dire est-ce que vous n'avez pas fait RP, ils me disent oui, j'ai eu 4 fois des hospitalisations avec du campylobactère. Et quand vous manquez d'anticorps dans la nature, vous êtes fragile au campylobactère. Et le campylobactère, parfois, il s'accroche sur votre intestin, vous développez une malabsorption, et il y a des mecs qui arrivent avec des malabsorptions avec 1,2 de calcémie, un TP à 12% sur des carences en vitamine K, j'en ai vu un comme ça, à cause du campylo, parce qu'ils ont 0 gamma-globuline, et en fait, le truc, qui donne une atrophie villositaire. Donc ça, c'est pour les... On va en reparler après des infections respiratoires, parce que c'est le truc le plus fréquent qu'on voit chez l'adulte. Après, les infections cutanées, les malades qui font des furonculoses à répétition, des abcès, pas des érysipèles. On a dit que les érysipèles, ça n'amenait rien. Et qui sont, moi j'en ai vu un autre l'autre jour, effectivement, il y a 2 maladies qui donnent ça. Il y a la granulomatose septique chronique aussi. Ils sont très sensibles au staphylocoque, en plus de burkholderia et nocardia. Et puis, il y a un syndrome que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le syndrome de Job. En fait, ça se voit chez l'adulte, ça. C'est des malades, en fait, ils font surtout des infections à staphylocoque, un peu de champignons aussi, des candidoses cutanéo-muqueuses, et puis ils ont une tête un peu particulière, notamment avec un élargissement du nez, des sourcils proéminents. Là, j'ai mis les internes en contrôle, pour que vous voyez, mais en fait, globalement, ils ont quand même une dysmorphie. Et en fait, ces malades-là, ils ont des mutations dans un gène qui s'appelle STAT3. Ils perdent la fonction de STAT3, c'est des mutations hétérozygotes, et souvent, c'est diagnostiqué à l'âge adulte. Quand ils sont petits, ils ne font pas tellement de symptômes. Et au bout d'un moment, les mecs commencent à arriver au diagnostic. Moi, j'en ai vu une ou 2 fois, et le mec, il arrive, en fait, il a des cicatrices partout parce qu'on lui a enlevé des furoncles et des abcès. Il a de l'eczéma, souvent ils ont de l'eczéma, ces patients, une tête un peu particulière. Et puis, il y a un signe très particulier qui sont souvent, c'est que les dents de lait, chez ces malades-là, ils ne tombent pas. Et donc, si vous voulez briller en société, le mec, on lui dit, mais vos dents de lait, il dit, ah, c'est marrant que vous me disiez ça, parce qu'il a fallu me les arracher à 22 ans, parce que j'avais 2 lignes de dents. Donc ça, c'est assez typique du syndrome de Job. Et celui que j'ai vu, moi, effectivement, le mec, il s'était fait virer la moitié de dents. On lui avait fait un scanner de la bouche, il avait encore des dents de lait qui étaient derrière, parce que stade 3, ça doit contrôler la chute des dents de lait. Donc, quand vous l'avez vu, ça marche plus.
Donc, le staphylocoque, globalement, ce n'est pas des malades qui ont des hypogamins. C'est ça que je voulais vous dire. C'est des malades qui ont de la granulomatose septique chronique, du syndrome de Job et un truc beaucoup plus fréquent qui donne du staph. Quoi? Un truc qu'est-ce qui donne du staph? Il m'a dit hyper fréquent dans le monde. Ultra fréquent. Beaucoup plus fréquente que tous ces trucs quand il y en a un par 1000. Dit facile. Le diabète? Mais ouais, exactement. Si le mec il a 15% d'hémoglobine glyquée depuis 20 ans avec la rétinopathie qui vient parce qu'il fait des furoncles, avant de se lancer là-dedans, il faut équilibrer. Donc, tout à fait ça. Et après, il y a les méningocoques. Les gens qui font des méningites à méningo. Alors, si le problème du méningo, vous savez, c'est qu'il y en a qui ont dans les amygdales de méningo, qui sont porteurs sains, et quand ils vont en boîte de nuit, ils lâchent leur méningo sur les gens. Ambiance cluster Covid, quoi. Avant le cluster Covid, il y avait le cluster méningo. Et en fait, le lundi, il y a 4 malades en réa amputés. Voilà. C'est les méningococci, c'est le surplus fulminant, c'est gravissime. C'est gravissime. Et donc, et souvent, les malades, ils ont tellement besoin d'amine pour maintenir leur tension qu'en fait, ils nécrosent leurs extrémités. Très fréquemment, moi, ceux que je vois en consultation, ils n'ont plus de doigts. Et donc, ils survivent et ils viennent vous voir en disant j'ai failli mourir d'un purpura fulminans. Est-ce qu'il faut me rechercher une maladie du système immunitaire? C'est très contagieux. Mais si vous récupérez un malade qui a fait ça, vous voyez, il ne faut pas chercher un déficit en gamma-globuline. Ça ne donne pas de méningo dans la nature quand vous manquez de gamma-globuline. Il ne faut pas chercher une CGD. Les CGD ne font pas de méningocoque. Mais par contre, ce que font les gens qui ont des méningos, c'est qu'ils ont des défauts dans le complément. Donc, vous voyez, à chaque atteinte du système immunitaire, ça donne des symptômes et des susceptibilités différents. Et moi, j'en ai vu 2-3 fois des malades comme ça. Et en fait, c'est l'histoire typique du purpura fulminans. Et le malade arrive et en fait, vous vous rendez compte qu'il a un déficit dans le fragment C7, fragment C6, fragment C8. C'est assez intéressant. Et le dernier que j'ai vu, c'est un monsieur qui a fait un méningo, qui a été pris en charge très vite parce que l'urgence, c'est de coller un antibiotique sans réfléchir. Et il a été en réa après, il n'a pas été amputé, il avait un peu les doigts noirs, mais ça allait. Et en fait, il est venu parce qu'ils ont dosé la cascade du complément, ils se sont rendus compte qu'il y avait un déficit. Il est venu en consultation. Et je dis, mais dans la famille, parce que c'est des maladies génétiques, il n'y a personne. Non, ça va, 5 sœurs, il y a le petit pamètre du Luxembourg. Et je dis, écoutez, on va faire le test quand même à vos sœurs, parce qu'il y en a peut-être qui sont asymptomatiques. Et donc, en fait, j'ai reçu 3 mails des 3 sœurs. Il y en a 2 qui étaient allés en réanimation, lui, il ne savait pas du tout, quand elles avaient 15 ans, pour des histoires de purpura fulminans. Donc, en fait, il y en a 2 qui étaient mutés en plus, et qui étaient dans la nature, qui n'étaient pas vaccinés contre le méningo, qui n'avaient pas d'antibioprophylaxie. Enfin, ouais, l'ambiance, quoi. Donc, méningo à répétition, complément. Et même une seule infection à méningo? Non, je pense qu'il faut le faire. Parce que c'est trop. Si vous le trouvez, après, de toute manière, il faudra vacciner le malade. Et parfois, il y a des gens, comme moi, je leur au début, au mec, là, le temps qu'il soit vacciné efficacement, il avait du Flamoxil, 500 mg de fois, et une boîte d'antibiotiques chez lui, un thermomètre. Et dès qu'il a de la fièvre, il ne réfléchit pas, il bouffe les antibiotiques, il va aux urgences. Le plus important dans le méningo, je crois, c'est le délai d'initiation des antibiotiques. Donc, si un jour vous vous retrouvez avec un enfant qui a un méningo, ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais sur une île en Corse, en fait, l'enfant, il est là, tout le monde s'amuse, on est sur la plage et tout, et puis il y a quelqu'un qui dit oui, l'enfant, il a 3 taches il a de la fièvre depuis le début de la semaine, et là, il a 3 taches de purpura sur les pieds. Vous êtes sur une île, vous dites, bon, franchement, est-ce qu'on va annuler les vacances? Alors, ce n'est pas votre enfant, parce que je pense que quand c'est bon, évidemment, vous êtes dans un hélicoptère, donc là, vous dites, bon, il n'y a que des médecins autour, voilà. Puis la mère, ou je ne sais plus qui, a dit quand même, c'est bizarre, parce qu'il y a un 4e truc qui est arrivé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un avait des antibiotiques pour un gamin, qu'on a donné tout de suite, et il est parti en hélico, effectivement, c'était un purpura fulminans. Et donc, oui, parce que ce qui est compliqué dans la médecine, c'est la contextualisation. C'est-à-dire que dans les dossiers, tout le monde sait ce qu'il faut faire, puis le mec, il arrive aux urgences, personne n'a regardé ses jambes, et en fait, à 6 h du mat, il est mort, le mec. Et donc, vous voyez, typiquement, ça m'est arrivé, j'étais c'est bon, pourtant, je fais ça toute la journée. Et bon, en tout cas, l'urgence, c'est de prendre ce qu'il y a dans la machine, dans l'armoire à pharmacie. Si vous vous retrouvez dans cette situation, un pote qui vous dit j'ai 42 fièvres et qu'en fait, il y a du purpura, bouffe ce qu'il a comme antibiotique, augmentin, oflocète. C'est hyper sensible à plein de trucs, le méningo. Donc, il ne faut vraiment pas tarder. Et après, vous allez chercher un déficit. En fait. Mais juste dans la population, en fait, les patients immunosuffisants et immunocompétents, il y en a combien qui sont les méningocoques en termes de ratio? En fait, globalement, c'est plutôt des immunocompétents. Mais je pense qu'il ne faut pas louper ça, parce que, il y a le dépistage familial des autres. Et puis, probablement, ça modifie quand même un petit peu la prise en charge, parce que les malades qui ont des défauts en complément, il faut parfois des lupus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'en ai aussi, elle a développé un lupus secondairement. Donc ça, je pense que ça change. Donc, méningo, il faut au moins faire ce qu'on appelle le CH50. Vous savez, quand on fait dans les lupus, parce qu'en fait, il est à 0. En fait, et après, vous explorez la voie C5, C6, C7. Et un bon test de dépistage, c'est le CH50. Donc là, c'était pour vous montrer chez les malades qui font des infections respiratoires, ce que c'est l'électrophorèse. C'est pas du tout cher. Et puis, on voit les gamma-globulines. Et puis là, vous voyez, ce malade, 3 pneumonies, à pneumocoque, 1,5 g.
Voilà. Alors, après, on est quand même chez l'adulte, et c'est ça qui est chiant, je ne sais pas si je vous l'ai listé après. Là. Alors, si on se place dans le cas clinique d'un enfant, bah là, il y a plein de maladies génétiques qui donnent un défaut en gamma-globuline chez les enfants. Et vous savez à quel âge ça se manifeste? Ben oui, pourquoi? Mais oui, exactement. Alors que les déficités, ils font leur pneumocystose très vite. Les déficités en gamma-globine, ils ont les anticorps de la mère 6 à 12 mois, et donc ils commencent à faire les infections respiratoires, et surtout, il y a souvent des retards diagnostiques, parce que les bébés qui s'infectent quand ils vont en crèche, après le bébé qui est hospitalisé en réa, qui a fait 3 pneumonies, il faut se poser des questions, et quand il n'a plus les anticorps de la mère, ben, en fait, il commence à démasquer cet hypogamma. Et donc, il y a des gènes qui servent au développement des lymphocytes B, et globalement, quand vous faites ça, quand vous avez ces trucs-là, vous n'avez pas de lymphocyte B du tout, donc vous n'avez pas de gamma-globine du tout. Et le gène le plus fréquent, c'est BTK, vous connaissez peut-être, la thyroïdine kinase de Breton. Breton, c'est un général médecin qui avait décrit des enfants qui n'avaient pas de lymphocyte B et qui faisaient des infections, et qui détruisaient leurs poumons avec des dilatations des bronches, et c'est lié à l'X. Globalement, les Bretons, c'est des garçons. Donc si vous avez une femme qui a 0 B, 0 gamma-globine, j'ai entendu ça la semaine dernière, une personne qui est arrivée d'Ukraine, justement, et qui a le poumon détruit, ce n'est pas un Breton, mais elle a peut-être une mutation dans ce gène-là. Donc, on peut faire des diagnostics tardifs de la gamma-globine. Après, donc soit vous n'avez pas du tout de B, soit vous n'êtes pas capable de faire la maturation d'affinité et de la commutation isotypique. Par exemple, cette enzyme qui s'appelle AID, elle est vachement importante pour faire le switch. Donc, les enfants qui naissent sans AID, globalement, ils n'ont que des IgM dans leur vie et ils font plein d'infections. Et parfois, les IgM, elles sont vraiment, vraiment très élevées. Et nous, on s'est déjà fait avoir par un monsieur, je me souviens très bien de cette histoire, que je suis toujours en consultation, 45 ans, 4 pneumonies, alcoolisme. On sait que l'alcool, quand même, sur le pneumocoque, il y a une susceptibilité. Fait 4 pneumonies, électrophorèse normale. Et donc, on lui dit, monsieur, vous êtes fou, mais vous allez quand même aller voir les immunologistes. Une histoire de lupus, quand même un peu bizarre. Chez un homme de 45 ans, c'est un peu bizarre. Donc, il finit en hospitalisation après sa 4e pneumonie. Il a l'électrophorèse est normale. Il dit, on va faire le dosage pondéral. Et en fait, il avait 15 grammes d'IgM, le mec. Et en fait, ça ne s'était pas vu à l'électrophorèse, parce que c'est un dosage quantitatif, 15 grammes d'IgM, 0 IgA, 0 IgG, voilà, c'est un syndrome d'hyper-IgM, exactement. Et lui, ce monsieur-là, très sympathique, il était muté dans l'AID, il y avait 2 mutations. Est-ce que les syndromes d'hyper-IgM, ça peut aller jusqu'à un point où il y a de l'hyperviscosité? C'est rare quand même. Ça monte, parfois ça fait 15-20 grammes, mais c'est rare quand les malades disent ces symptômes-là. Sauf qu'on voit que la viscosité sur les IgM, c'est plutôt les pics. Pas les mal de soie, mais d'autres trucs comme ça. Du coup, les syndromes hyper-IgM, ça donne quelque chose un peu comme une hypogamma-globine. Exactement. D'un point de vue phénotypique, ouais. C'est les infections respiratoires. Donc, ne faites pas qu'une électrophorèse, c'est ça que je voulais vous dire. Faites bien IgG, GAM, et si vous y croyez vraiment, faites les sous-classes d'IgG. Parce que vous allez voir, je ne sais pas si j'ai mis un cas clinique là, il y a un gamin qu'on avait vu, en fait, il faisait des pneumonies, en fait, il avait un défaut en IgG2, IgG4 profond, et qu'on n'avait pas vu sur les premiers examens. Donc, si les malades ont des vraies infections invasives et que vous ne trouvez pas en première intention, on peut aller plus loin pour explorer ces patients. Alors, chez l'adulte, il y a une maladie très bizarre qui s'appelle le déficit immunitaire commun variable, qui est le déficit immunitaire humoral le plus fréquent chez l'adulte. Alors, fréquent, vous voyez, je ne sais pas si je l'ai mis là, c'est 1 sur 20 000 habitants. Donc, c'est quand même une rareté. Et en fait, c'est des mecs, si vous voulez, ou des femmes, qui ont des infections respiratoires. Ils vont voir leur médecin traitant. Le médecin traitant a retenu le cours, il fait une électrophorèse, il trouve une hypogamma, et il vous l'envoie en consultation. Et donc, avant de porter ce diagnostic, il faut que vous ayez fait quelques trucs. D'abord, c'est que, le diagnostic, avoir une hypogamma ne suffit pas. Il faut que vous ayez soit un défaut de réponse au vaccin, soit un défaut de cellules B mémoire en plus. Donc ça, c'est votre job en immuno. Vous faites une réponse au vaccin, vous faites un défaut de cellules B mémoire. Mais là, on se retrouve avec notre crainte initiale dont je vous ai parlé. Chez l'adulte, l'hypogamma, ça peut être le signe d'une maladie, d'accord, et pas un déficit primitif. Parce que ça, les causes d'hypogamma les plus fréquentes chez l'adulte, c'est des hémopathies pas graves. Le DICD, c'est 1 sur 50 000. Donc, la probabilité pour que vous en trouviez un, c'est relativement rare. Donc, il faut absolument exclure les causes secondaires d'hypogamma. Et dans les causes secondaires d'hypogamma, il y a des malades qui ont des syndromes néphrotiques. Ça, vous connaissez. Souvent, ils ont l'albumine qui est basse. Donc, ça vous met sur la voie. Il y a des malades qui ont des entéropathies exsudatives. Donc, ils ont la chiasse, globalement. Il y a des malades qui viennent pour voir pour une hypogamma et qui ont la diarrhée. Effectivement, il faut d'abord être sur le tube digestif. Et puis, après, il y a certains médicaments qui donnent des hypogammas. Vous en connaissez? Corticoïdes. Oui, alors, si tu arrives, pour avoir une hypogamma après des corticoïdes, ceux que je vois, moi, ils ont souvent des déficits en sous-classe et ils ont eu des corticoïdes depuis qu'ils sont petits, donc c'est des asthmatiques. Globalement, des asthmatiques de 60 ans, ça fait 50 ans qu'ils sont sous corticoïdes en cure. Ceux-là, ils arrivent à développer une hypogamma, mais sinon, ça ne marche pas. Tu vois, pour un orthone ou un truc comme ça, il y a des gens qui ne développent pas d'hypogamma.
Le rictus, je vous en ai parlé, non, un truc qui n'a rien à voir avec le système immunitaire. C'est ça, par contre, ça peut arriver. Les antipyrétiques. Les Tegretol et tout ça, ça suscite des hypogrammas. Donc, il faut vraiment regarder la liste de médicaments. J'en ai vu 2-3 fois, les malades qui avaient des antiépileptiques, et en fait, c'était ça la cause de l'hypogramma. Après, il y a les hémopathies. Hein. Le myélome non sécrétant ou HL légère, ça donne des hypogrammas. Ça, vous avez appris ce truc-là. Les lymphomes B, ça peut donner des pics ou donner des hypogrammas. Donc, vraiment, le malade, c'est un peu comme dans la déficité dont on a parlé tout à l'heure. Quand il vient vous voir pour hypogamma, il faut que vous l'examiniez, vous vérifiez qu'il n'y a pas de ganglion, vous faites un phénotypage lymphocytaire, voilà. Alors, le DICV, une fois que vous avez exclu toutes les causes d'hypogamma sangulaire, vous vous retrouvez avec le mec qui a le DICV. Il rentre dans les critères diagnostiques. Et en fait, ça, c'est les courbes de survie des DICV. Et en 72, c'était pas bon. Vous voyez, en bleu, là. Maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord ? Et à votre avis, pourquoi ça va beaucoup mieux ? Ouais, supplément. Ouais. Et puis qu'on leur dit de prendre des antibiotiques dès qu'ils ont 38,5. Avant, c'est les malades, on leur disait de faire comme pour nous. C'est-à-dire que quand ils ont de la fièvre, ils attendent 3-4 jours. Et eux, en fait, ça dégénérait systématiquement. Donc maintenant, l'utilisation rapide des antibiotiques chez ces malades et puis la substitution, en fait, ça va modifier profondément leur pronostic. Et donc, la question que vous allez me poser, c'est à quoi ça sert de s'intéresser à cette maladie ? C'est une maladie rare. Et puis, en fait, les malades ne sont pas si malades. Et en fait, dans les DICV, il y en a qui vont mourir beaucoup. Et donc, nous, ce qu'on a fait dans le service, c'est essayer de trouver ceux qui allaient mourir versus ceux qui allaient pas mourir. Et donc, vous allez voir, c'est très particulier. Parce qu'au cours du DICV, quand on a repris les patients, pas que moi, en fait, à côté des infections, ils avaient 20% de l'auto-immunité, ces patients, et dans 40% des proliférations lymphoïdes. Du granulome comme dans la sarcoïdose, des hyper-CD8, pas des lymphomes, hein, des vrais, des boules avec de l'hyperplasie folliculaire. Donc, c'est une maladie très complexe, le DICV. Il y a des manifestations qui sont non infectieuses, quoi. Alors, les infections, vous n'êtes pas très étonnés. Là, c'est la série qui avait été publiée par Eric. C'est surtout des infections respiratoires. C'est une hypogamma. Voilà. Et puis, vous voyez quand même qu'on avait repris notre liste de patients. Donc, ça, maintenant, ça fait presque 15 ans, c'est marrant. Et ben, il y a des malades qui faisaient des infections T. Vous avez vu, herpès, la pneumocystose. Donc, ces malades, là, en fait, ils n'étaient probablement pas uniquement DICV, ils étaient déficits combinés tardifs. Et en fait, si vous regardez ceux qui ont le déficit T associé versus ceux qui ne l'ont pas, alors, je ne sais pas si je le montre après, globalement, ils meurent. Quand vous avez un déficit T associé, vous n'allez pas être très étonné. En fait, quand vous faites des substitutions en immunoglobuline, ça ne marche pas. Si vous avez un vrai déficit T et vous n'avez pas moyen de réverser le T, le déficit T, comme dans le HIV où il y a des antirétroviraux, les malades meurent d'infections opportunistes, on ne sait pas quoi faire, de lymphome, etc. Donc le DICV, c'est un ensemble très hétérogène, c'est défini par une hypogamma, où très souvent ils font des infections respiratoires. Et si vous repérez dans l'histoire du malade des verrues, de la pneumocystose, des trucs comme ça, c'est qu'ils ont un déficit T associé, et ceux-là, ils ont un pronostic terrible. Et puis, la deuxième chose, c'est quand vous prenez les malades qui ont autre chose que des infections, ceux qui ont fait du purpura thrombopénique auto-immun, qui ont fait de l'anémie hémolytique auto-immune, à qui on a enlevé un ganglion, il y avait du granulome dedans, non infectieux, et bien ceux-là, ils meurent aussi. Donc, dans le DICV, ceux qui sont tranquilles, globalement, c'est ce qu'on appelle infection only. C'est les gens qui font des sinusites et des bronchites, qui font rien d'autre, et eux, ils ont le pronostic que vous avez vu là, sur la courbe dessus. D'accord ? Avec un très bon pronostic. Dès que vous avez une infection T, vous avez autre chose, là, vous êtes dans la merde, parce que les IgG, ça ne fait rien. Ça ne limite pas l'auto-immunité, ça ne limite pas l'atteinte du foie, on va voir qui est gravissime dans cette maladie. Donc, c'est catastrophique. Alors, dans les manifestations auto-immunes qu'on voit, c'est globalement des cytopénies auto-immunes, anémie hémolytique auto-immune, des PTI. Et donc, ce graphe qui est incompréhensible, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le nombre de cytopénies auto-immunes avant le diagnostic de DICV. Et donc, souvent, les cytopénies auto-immunes, c'est le premier symptôme du déficit immunitaire. Les malades n'ont pas fait d'infection, ils n'ont rien fait. On va faire le diagnostic après. Et donc, il faut vraiment se méfier de ça. Donc, quand vous avez un patient qui a un PTI ou une HAI, il faut absolument lui faire une électrophorèse. Et vous verrez avant de faire les IgIV. Parce que vous savez que dans le PTI, la réponse est des IgIV. Mais il faut prélever l'électrophorèse avant. Sinon, vous passez à côté du diagnostic de DICV. Alors, ils font plein de prolifération lymphoïde, d'accord? Ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils ont les organes qui gonflent, gros ganglions, gros strate, gros foie, maladie digestive. Et quand vous biopsiez, dedans, il y a du granulome, de l'hyperplasie folliculaire. Vous savez ce que c'est l'hyperplasie folliculaire? Parce qu'en fait, les follicules lymphoïdes, ils sont énormes. Ce n'est pas une tumeur, hein, ce n'est pas un lymphome, mais on voit ça dans le HIV, par exemple, on voit ça dans les maladies auto-immunes. Eux, dans les déficits immunitaires, ils ont des ganglions, quand on les biopsie, ils ont ça dedans. Dans le poumon, ça donne des infections, et en fait, ce qui se passe, c'est que les infections, ça aboutit à une dilatation des bronches, et la dilatation des bronches, ça donne des infections apiocyaniques, à des trucs, et après, vous avez beau substituer les patients, quand ils ont des sacs plein de pus dans les bronches,
la substitution, ça ne marche plus. Ça, c'est vraiment un des problèmes qui grave le pronostic. Le tube digestif, c'est un énorme problème de ce que je disais tout à l'heure. Il y a certains malades qui ont des vraies infections chroniques à campylome avec de l'atrophie pilositaire infectieuse. Donc, quand vous explorez ces patients et que vous faites des fibrocolos, le mieux, c'est de faire dans des endroits où il y a moyen d'envoyer de la bactérie. Parce que parfois, vous ne trouvez rien dans les copros. Et en fait, in situ, il y a plein de bactéries. C'est vraiment un problème. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils font des manifestations hyper bizarres, vraiment, on dirait des maladies cœliaques, des maladies de Crohn. Et parfois, en fait, ils ont un diagnostic de Crohn et en fait, personne n'a fait l'électrophorèse à ces patients. Et en fait, et ça répond. Et après, vous êtes obligé de mettre des immunosuppresseurs chez quelqu'un qui a un déficit immunitaire. Et là, vous rentrez dans les difficultés. Et le pire, c'est ça. C'est le foie. Ils ont le foie malade. Et ils ont globalement un tableau qui ressemble à de l'hypertension portale, avec une grosse rate. Voilà. Et en fait, c'est de l'hyperplasie nodulaire régénérative. En fait, vous faites du biopsie du foie, ces malades, ils ont une hypertension portale monstrueuse, des varices œsophagiennes, de l'acide, etc. Et ça, on ne sait pas comment traiter ça. Et une fois que les malades, ils ont ça au cours du DICV, globalement, ils meurent. Parce qu'on a même proposé aux greffeurs de les greffer du foie. En fait, les greffeurs ne voulaient pas parce que ces malades, ils n'ont pas d'insuffisance hépatocellulaire comme les cirrhotiques. Ils ont juste une maladie qui a une hypertension portale. On essaye de faire des immunosuppresseurs, ça ne marche pas. Et on ne sait pas pourquoi ils développent ce truc. Une fois qu'ils ont ça, c'est l'horreur. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est des tips. Vous savez, on fait des shunts portosystémiques pour essayer de diminuer l'hypertension portale. Il y a des mecs qui ont fait des septicémies atroces avec des localisations cérébrales, etc. Et ils sont morts d'encéphalopathie portocave. Enfin, et donc, ça, quand ils ont ça, c'est une catastrophe. Donc, alors, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup de patients, mais ceux qui sont hospitalisés chez nous, ils ont tous des trucs comme ça. J'ai une question. Le DICV, du coup, le pronostic de la maladie, c'est quoi pour la population? Enfin, pour le simple. Celui qui est only, il a la durée de vie de quelqu'un de normal. Celui qui a l'hypertension portale, on n'a pas encore sorti les courbes de survie, mais franchement, c'est des trucs où ils font des infections de liquide d'acide, des sepsis. C'est la cata, quoi. Ils ne peuvent plus respirer parce qu'ils ont de l'acide pleural. Ceux-là, ils meurent quand même beaucoup. Et ça veut dire qu'à un moment T, ils acquièrent la maladie ou enfin, ils ont la maladie ou ils naissent plus ou moins déjà avec un déficit? Dans les ICD, tu veux dire? Ouais. On a pu avoir accès à des familles et souvent, donc on a souvent prélevé des frères et sœurs de manière séquentielle. Souvent, jusqu'à 15 ans, ils n'ont pas de déficit en gamma-globuline. Et ça fait que la cause de cette maladie est un peu bizarre. Parce que vous allez voir qu'on s'est lancé beaucoup dans la génétique. Et alors pourquoi on s'est lancé dans la génétique? Parce que en fait, on s'est rendu compte que ça touchait que les caucasiens. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun patient afro-américain en France, ni aux États-Unis à New York, qui avait des DICV. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être des polymorphismes des caucasiens qui favorisent cette maladie. Ça, c'est le premier argument. Puis surtout, quand on s'est mis à faire des analogies des patients avec des DICV, on s'est rendu compte que dans un cas sur 5, il y avait quelqu'un d'autre dans la famille qui avait un déficit immunitaire. Donc quand on a vu ça, on s'est dit que ça doit être génétique. Et donc on s'est lancé dans du séquençage, des exomes, tout un tas de trucs comme ça. Et donc il y a plein de gènes qui ont été trouvés. Et vous voyez, c'est hyper décevant parce que c'est moins de 5%. C'est-à-dire que si vous prenez un DICV tout venant et que vous lui faites une puce en cherchant des maladies génétiques, vous trouvez un diagnostic causal dans moins de 5% des cas. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu disais. Dans 95% des cas, c'est des gens qui ont développé une maladie à 20 ans. Après, on n'a fait pas du whole génome sequencing. Peut-être qu'en faisant du génome, on va en rattraper quelques-uns. Mais globalement, la question, c'est est-ce que ce n'est pas une maladie acquise? Est-ce que c'est un truc dans l'environnement? Est-ce que Eric, là, le chef de service, s'est demandé, même si ce n'était pas une immunisation, une maladie auto-immune, on détruisait les précurseurs B, s'il n'y a pas de maladie auto-immune, pourquoi il n'y aurait pas une maladie auto-immune sur les B? Mais on ne comprend pas du tout ce qui développe ça. Et le deuxième truc qui est bizarre, c'est l'histoire d'une patiente que j'ai aussi. Je pensais que c'était ça ta question au départ. C'est une dame que j'ai vue arriver, elle avait fait 14 pneumopathies, elle était hospitalisée en pneumologie à Foch. Ils avaient fait une électrophorèse pour la première fois de sa vie. Elle avait 40 ans quand je l'ai connue. Et 0 g de gamma-globuline. 0. On a cherché les causes secondaires, on n'a pas trouvé. Donc c'était un DICV très grave avec une agamma-globulinémie. Elle est passée en génétique, on n'a rien trouvé. Et on l'a substituée. Elle s'est arrêtée de faire des infections. Pendant 3 ans, elle vivait une vie normale. Un jour, elle arrive en consultation, elle me dit j'ai mal au ventre, j'ai du mal à digérer, tout ça. Une rate pelvienne et hyperplasie nodulaire régénérative, des varices œsophagiennes. Et je ne sais pas pourquoi ce truc est apparu, alors qu'elle a dû vivre pendant 15-20 ans avec ça. Donc, il y a même des mecs qui se sont demandé si la substitution en immunoglobuline, quand vous balancez des doses comme ça, c'est pas toxique pour l'endothélium du foie. Après, ça n'a pas été démontré d'un point de vue épidémiologique, mais cette dame, maintenant, c'est le cauchemar. Elle a des immunosuppresseurs, elle a des ligatures de varices œsophagiennes. Et c'est typiquement une histoire qu'on voit. Pourquoi ça se met à faire ça? Elle n'a pas fait une infection particulière et on ne sait pas comment ça fonctionne.
En fait, le DICV, c'est un peu un spectre où on met plein de choses dedans quand on ne sait pas quoi. Exactement. Et à partir du moment où tu sais, c'est un diagnostic génétique qui sort du groupe des DICV. Ouais. Tu vas voir, c'est typiquement cette histoire-là, c'est exactement ce que je voulais illustrer. Tu as un patient de 25 ans, sa mère a fait plusieurs fausses couches, lui, il a un retard mental, il expliquait, il a un niveau scolaire de 5e, et quand il venait pour les immunoglobulines, en fait, il comptait les gouttes pendant 3 heures. Donc, il disait, voilà, aujourd'hui, il y a 1257 gouttes qui sont tombées, donc il a vraiment un trouble cognitif, on va dire, neurocognitif, ce patient, et à tel point qu'il y a un pédiatre qui s'est dit quand même, est-ce qu'il n'y a pas une délétion? Donc, ils ont fait un karyotype en 2007 qui était normal. Il a une dysmorphie, il s'est fait opérer du larynx avec une sténose laryngée, il a eu une hernie inguinale, bon, ça a opéré avec un peu à la fin normalement, puis il a un rein unique. Donc, ça sent quand même la dysmorphie, quoi. Il y a quelque chose de bizarre. En fait, nous, on le connaît, c'est typiquement ce que je disais, le mec, il fait 2 épisodes de sinusite maxillaire, 2 épisodes de pneumonie, d'accord, entre l'âge de 15 et 20 ans, et on l'explore pour ça. Et donc, on lui fait l'électrophorèse, elle est normale, on lui fait le dosage pondéral, qui est normal, et on voit plus loin, on lui fait les dosages de sous-classe, et on se rend compte qu'il a un déficit très profond en IgG2, IgG4. On n'a pas trouvé de cause secondaire, donc il est classé déficit en sous-classe d'immunoglobuline avec infection, et il va être substitué, parce qu'il a quand même fait de la pneumonie. Globalement, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais tous les malades qui ont des hypogamma ne sont pas substitués. Par exemple, moi j'ai un patient, il a 1 gramme de gamma-globuline, il n'a jamais fait d'infection, il a interrompu chez lui une boîte d'antibiotiques, dès qu'il va c'est dans sa trousse de toilette, quand il va en week-end, il l'a toujours, et donc je lui ai dit si ça bouge, vous prenez l'antibiotique. Donc, hypogamma ne veut pas dire substitution, et les gens qui sont emmerdés par des infections qui sont des infections pas graves, mais qui les emmerdent, sinusite à répétition, etc., vous pouvez passer par la case antibioprophylaxie. Donc, on leur donne du Bactrim, par exemple, typiquement toute l'année, ou du Clamoxy toute l'année, ou de l'Azithro toute l'année. Vous n'êtes pas obligé de les substituer. Alors, vous allez me dire, mais qui on substitue? Globalement, les gens qui font des infections graves. Et on considère infection grave la méningite, la pneumocoque, la septicémie ou la pneumonie. Donc, lui, il avait une indication, je pense. Et puis surtout, il a un retard mental, donc pour l'initiation des antibiotiques, depuis surtout qu'il ne vit plus chez sa mère, il a sa copine là, il bouffe des pizzas 100% du temps, je suis pas sûr qu'il débarque des antibiotiques. En tout cas, quand il est en consultation, je dis mais qu'est-ce que vous faites alors quand vous avez de la fièvre? Il dit je prends un Doliprane. Je dis non, c'est toujours pas ça. Donc, parfois sa mère vient avec lui quand même, donc il s'engueule, enfin, bon, c'est toujours des trucs. Et il avait toujours, lui, il n'était pas dans le bon groupe d'emblée parce qu'il avait une rate depuis qu'on le connaissait. Donc ça ne sentait pas bon. Et globalement, il a 39 depuis 3 semaines. Il a reçu des antibiotiques. Cette fois-ci, sa maman lui a donné parce qu'elle a fait quand même hyper gaffe. Hein. Et puis en fait, ça ne marche pas et on le prend dans le service. Donc on fait une radio de thorax que vous pouvez commenter. Donc ça, c'était en 2013. Ça ne rajeunit pas ce truc. Quand j'étais chef de clinique. Pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. Il y a un bon médiastin. Ouais, exactement. Il a un élargissement du médiastin. Et donc, il a des adénopathies médiastinales. Donc, on se dit, bon, ok, il a Hodgkin, on va lui biopsier ce truc. Mais bon, c'est dans un contexte de déficit immunitaire, je dis, ils font des lymphos, mais pas beaucoup. Et donc, on biopsie, alors on lui fait un PET, vous voyez, c'est magnifique, cette magnifique rate qui est là, énorme, les ganglions et l'atteinte médiastinale, on biopsie le médiastin, et en fait, il y a du granulome dans les trucs. Donc, on se dit, tuberculose, quoi, granulome. Et donc, on dit, est-ce qu'on commence le traitement antituberculeux? Et je vous ai dit tout à l'heure que le DICV, ça donnait des granulomes sans infection, granulomes aseptiques. Et donc, on dit, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre? Ça va peut-être guérir tout seul. Et en fait, le truc a guéri tout seul. D'accord? Donc, c'est très bizarre, le DICV. Vous voyez, ça donne des manifestations. Donc, c'était très inquiet. Et voilà. On arrête les antibiotiques dans ce cas-là? Voilà. Et il a eu de la fièvre comme ça masse médiastinale. Il a eu de la fièvre parce que alors, vous voyez, la sarcoïdose, vous apprenez que le syndrome de Löfgren, les mecs, ils ont 42 fièvre, ils ne sont pas bien. Et sinon, la sarcoïdose, ce n'est pas très fébrile. Les granulomatoses du DICV, souvent, c'est très fébrile et on est obligé d'exclure des infections. On prend le ganglion, on met en culture, on fait de la métagénomie, exclure les lymphomes qui sont parfois. Et quand on ne trouve rien, on dit c'est la granulomatose du DICV. Et donc, on a tout arrêté. Et en fait, il est devenu pyrétique et c'est rentré dans l'ordre. Et il vient toujours me voir pour ses immunoglobulines, il a toujours une rate énorme. Il ne se passe rien, quoi. Il se fait arracher les dents. Et on s'est dit, c'est bizarre. Parce qu'il a un syndrome malformatif, il a eu certes un karyotype, et puis il a un déficit immunitaire. On se dit quand même, est-ce qu'on est allé jusqu'où on pouvait aller pour une anomalie? Alors, est-ce que vous avez un. J'ai juste une question, des questions pratiques. Dans ces cas-là, une rate comme ça doit gêner le patient. Il y a des risques de l'opérer en termes d'infection, plus que quelqu'un d'autre? Quand même, et puis surtout quand tu regardes ces malades-là, si tu as vu son PET, il y en a partout. Tu peux te dire qu'il y en a dans la rate. Donc, si tu enlèves le truc, globalement, ça ne va pas le guérir. Non, et s'ils sont vraiment gênés, et je suis d'accord avec toi, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des corticoïdes. Okay. Avec du Bactrim pour pas qu'ils fassent d'infection grave. Et il y a des malades qu'on a traités par anti-TNF. Et ça, c'est le problème des malades qui ont autre chose que des infections au cours du déficit immunitaire, ils ont des immunosuppresseurs. Et lui, je ne te le cache pas, parce que maintenant l'histoire n'est pas exactement celle-là, c'est que dans le temps, le truc a recommencé, on l'a foutu sous méthotrexate.
Parce que, voilà. Et donc, en fait, comme il était mal foutu, vous avez une idée du diagnostic de ce patient qui a eu, il aurait pu avoir une forme de la biopalatine aussi. Georges. Ouais, exactement. C'était un Georges. On avait loupé. Et donc, sur le site de la CGH, il avait une délétion du 22. Et donc, en fait, il avait un Georges. Et c'est toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'il y a un diagnostic, le malade, il n'est plus dans le groupe des DICV ou des déficitants sous classe, il est dans le groupe des Georges. Et donc, à la fin, dans le groupe des DICV, il reste tous les mecs chez qui tu n'as pas réussi à classer. Et quand tu fais des études là-dessus, c'est compliqué parce que c'est très hétérogène. Faire de la génomique sur des mecs, il y en a qui ont des grosses rats, d'autres des gros foie, d'autres des cytopénies auto-immunes. On a essayé de faire des sous-groupes et encore, on ne sait toujours pas pourquoi il y a cette maladie-là qui se développe. Mais n'oubliez pas quand même que chez l'adulte, le plus fréquent, c'est les myélomes à chaîne légère et tout comme ça. Et sinon, on va enlever. Voilà, je crois que je vous avais montré la voie du complément, ça c'est pour les méningos. Et en fait, les gens qui ont des anomalies, qui font des méningos, ils sont malades de cette voie-là, de la voie terminale du complément. D'accord ? Et quand vous faites un CH50, il est à 0. Après, il y a d'autres malades qui ont d'autres maladies du complément, notamment il y a des malades qui ont des déficits en C2 et en C4. Et eux, vous savez ce qu'ils font comme. Ils peuvent faire un peu de méningo, mais d'habitude, ce n'est pas de méningo. Lupus. Le choix atypique. Alors, le choix atypique, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Ils sont là. Non, il faut du pneumocoque aussi. Donc, si un patient, vous explorez un patient pour des pneumococcies à répétition, il faut faire de l'HIV quand même, parce que je vous avais dit qu'il faisait des pneumococcies, ça, les gens oublient. Il faut faire une électrophorèse, IgG, AM, et puis il faut explorer le complément, si vous ne trouvez pas. Et le quatrième truc, c'est l'asplénie. Les gens qui ont des asplénies après avoir été opérés, ils ont un vrai risque de pneumococcie. Normalement, ils doivent être vaccinés, mais en fait, il y a certains patients qui ont ce qu'on appelle des asplénies fonctionnelles. En fait, ils n'ont jamais été opérés, mais ils ont une drépano, et globalement, ils ont plus de rate, une maladie cœliaque ou un lupus, et en fait, c'est ça. Donc, le défaut en complément, le défaut en fragmentaire du complément, c'est du méningocoque. En fait, c'est une cause d'asplénie fonctionnelle. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais quand vous allez explorer un malade, vous savez comment on fait un diagnostic d'asplénie? Oui, exactement. Beaucoup plus qu'en fait à l'imagerie. Vous cherchez des couleurs de Joly. Donc, moi, un patient que je vois pour une pneumotoxie, je fais une morale, je fais le complément et je demande une recherche de corps de Joly. Et j'ai une patiente qui est comme ça, que je suis, et qui est la mère d'un enfant qui a un breton. En fait, c'est vraiment, vraiment bizarre parce qu'elle n'a pas. C'est une femme, hein, et elle a une asplénie fonctionnelle, son fils, c'est un breton. Il n'y a pas de l'éculie. Elle est porteuse du breton elle a un des X, parce que c'est la fille des X de son fils. Elle n'a aucune hypogamme, mais elle a une asplénie fonctionnelle. Et sa rate, elle est toute cramoisie. Et donc, ce qu'on cherche, c'est lupus, maladie cœliaque et drépano. Elle n'a pas du tout ça, et je ne sais pas ce qu'a cette dame. Il n'y a pas de l'éculizumab aussi qui donne des asplénies fonctionnelles? L'éculizumab, en fait, c'est comme si tu bloquais ça. Donc, c'est un équivalent de CH50 à 0. Et normalement, d'ailleurs, pour suivre les malades qui sont sous éculie, on fait du CH50 et quand il est à 0, ils sont bien bloqués. Et donc, normalement, les malades sous éculie doivent être vaccinés contre le méningocoque et avoir du clamoxyl. En tout cas, qu'ils aient une boîte d'antibio et un thermomètre. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les abcès cutanés, la nocardiose, machin. Alors, vous voyez, quand vous avez un déficit quantitatif, c'est l'équivalent de ce que tu disais sur les chimios. En fait, vous faites des septicémies à pio, des cellulites périnéales, des trucs que vous voyez chez les patients qui ont cancer. Quand vous avez des défauts qualitatifs, et notamment cette maladie qu'on appelle la granulomatose septique chronique, donc vraiment, vous naissez dans toutes les cellules de l'organisme, vous êtes incapable de faire de la fusion phagolysosomale, soit ça fusionne mal, soit l'oxydation fait qu'elle est déficiente et vous ne pouvez pas oxyder vos lysosomes et détruire les pathogènes. Et bien, vous avez ce qu'on appelle une granulomatose septique chronique, et là, vous avez du staphylocoque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, du Burkholderia nocardia, et donc vous êtes malade et il faut vous greffer, globalement. C'est surtout lié à l'X, des molécules qui permettent l'oxydation. Donc souvent des garçons qui font des CGT. Et moi, le patient que j'avais vu, c'est un garçon. Alors, on avait parlé des infections bactériennes. Non, si on retombe sur les virus, moi, c'est ça qui m'intéresse plus, vous voyez, dans la vie courante. HSV1, HSV2, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Globalement, tout le monde a des récurrences herpétiques. Est-ce qu'il faut se lancer dans le bilan d'un déficit immunitaire chez quelqu'un qui a de l'herpès 3 fois par an au niveau soit génital, soit de la bouche? Je ne suis pas sûr. La seule chose éventuellement à faire, c'est une sérologie VIH si c'est très prenant. Après, si le malade vient vous voir et en fait, il est en continu, moi, ça m'arrive de temps en temps, sous valacyclovir, sinon ça repart. Là, il faut peut-être doser des CDT, faire des proliférations, des choses comme ça. Donc ça, c'est herpès, je ne sais pas s'il faut y aller. Les verrues, ça dépend. Normalement, les verrues, c'est une maladie, c'est très bizarre. HPV, tout le monde en rencontre, il y en a dans les piscines, je ne sais pas si on raconte, etc. Et globalement, on s'en débarrasse, quoi. Et on en peut en avoir jusqu'à 15-16 ans. Si vous avez 30 ans et que vous avez toujours des verrues plantaires,
Là, j'ai vu 2 cousines la semaine dernière. En fait, elles en ont plein là. Il y en a qui ont sur le thorax et tout ça. C'est probablement un déficit immunitaire. Et il faut se méfier dans les virus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un, ça se transforme. Donc, il faut absolument que les gynécologues soient vus, que les patients soient surveillés parce que ça se transforme. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, je ne sais plus exactement pourquoi je voulais vous parler de ce truc. Oui, ce n'est pas toujours le système immunitaire, c'est les kératinocytes. Et parfois, les malades ont des mutations dans les gènes de kératinocytes. Et là, pour vous, vous reconnaissez bien une verrue vulgaire. Voilà. Mais là, vous voyez, ce malade, il a plein de verrues. En fait, on ne voit rien, vous regardez plutôt le film, excusez-moi. Ça, ce sont des verrues planes. Et donc, les verrues vulgaires, ce n'est pas très anormal d'en avoir une de temps en temps. Les verrues planes, c'est anormal d'en avoir. Et ça traduit systématiquement un déficit de l'immunité T. Vous voyez, c'est hyper. En fait, pour les diagnostiquer, il faut mettre les malades comme ça, à jour frisant. En fait, vous voyez, ils ont plein de petits trucs comme ça. Et souvent, c'est dépigmenté. Donc, c'est pris pour du pityriasis versicolore ou d'autres maladies comme ça. En fait, ce sont des verrues planes, mais c'est des maladies génétiques. Donc, la verrue, où mettre le curseur de quand j'explore le malade ou pas, c'est compliqué. Après, si le malade est couvert de verrues, je ne sais pas si je vous ai montré cette photo, mais on la verra plus tard. Oui, c'est sûr qu'il faut chercher un déficit T, commencer par le HIV, et après, peut-être voir les. Après, pour les champignons, vous voyez ce monsieur-là, il est venu en consultation, 55 ans, sa vie est un cauchemar. En fait, il a eu 12 candidoses œsophagiennes, il a la bouche qui est pleine de candidats, les ongles des pieds, les ongles des mains, et surtout, il ne peut plus bouffer, parce qu'il est devenu résistant à plein de trucs et tout. Ça, avoir une candidose cutanéo-muqueuse chronique, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est toujours le signe d'une maladie sous-jacente, d'accord? Donc le HIV, toujours, ça donne vraiment des candidoses. Et puis en fait, après, les gens se sont rendus compte que dans le syndrome de Job, ça peut arriver, je vous ai dit ça tout à l'heure. Et puis en fait, sinon, les cellules T qui sont spécialisées dans l'immunité antifongique, c'est les TH17. Et donc en fait, il y a tout un tas de chercheurs de Necker qui ont montré que ces patients-là, ils avaient globalement des anomalies des TH17, soit ils n'en avaient pas, soit ils sécrétaient de l'IL-17, mais ils produisaient des auto-anticorps anti-IL-17. Donc, ils ont tout démontré comme ça. Donc ça, bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est des maladies. Si un jour vous avez une candidose cutanéo-muqueuse chronique qui n'est pas HIV+, il faut la faire explorer pour savoir si c'est une anomalie des TH17. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail de ces trucs. Et la dernière partie, c'est les infections sévères. C'est devant une infection sévère, est-ce que ça veut dire qu'il y a un déficit immunitaire? Moi, je pense. Le mec qui fait une septicémie à pneumocoque ou une méningite à pneumocoque, il faut lui explorer ça. Et donc, le pneumocoque, on en a parlé tout à l'heure, électrophorèse, complément, corps de Joly, HIV. Je n'ai pas mis HIV, mais voilà. Après, il y a les salmonelles aussi, des gens qui font des salmonelloses graves en réanimation à répétition. Souvent, c'est des maladies génétiques. Pas toujours hypogamma, c'est des maladies génétiques de l'axe interleukine 12, mais ça, on s'en fout. C'est pour vous dire que quand vous avez une infection répétée, très sévère, il faut quand même rechercher un déficit immunitaire. Et regardez ce monsieur avec ses verrues, là. Vous voyez, là, on se dit qu'il y a probablement un problème, quoi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les trimanes. Les hommes arbres, vous avez déjà vu ça, c'est la forêt amazonienne. Et donc, souvent, il y a de la consanguinité, c'est des isolats où les gens sont pas. Et donc, il y a de la consanguinité. Ces patients-là, ils ont été explorés génétiquement. Ils ont un déficit T qui est assez important. Et les premières mutations qui ont été décrites de ça, c'est un déficit en CD28. Vous savez, un truc à la surface de lymphocytes T, ils n'ont pas de CD28. Et ce qui est quand même intéressant, parce que CD28, on dit que ça sert à tous les lymphocytes T. Mais quand vous naissez avec pas de CD28 à la surface de vos lymphocytes T, et bien, la seule chose que vous faites dans votre vie, ce sont des verrues. C'est quand même étonnant. On pourrait dire que il va faire la pneumocystose, la toxo. Et ça ramène à ce que je vous disais au début. En fait, il y a vraiment des molécules qui sont professionnelles dans certaines infections. Le complément, c'est juste le méningo. Ce n'était pas très naturel, le complément. Vous imaginez que la complexe d'attaque membranaire, ça marche pour toutes les infections. Donc, si on vous avait demandé de parier sur ce qu'allaient faire des patients qui ont des défauts de complément, vous allez dire tout, pneumocoque, et non, il ne faut que du méningo. C'est-à-dire que pour toutes les autres infections, il y a des trucs qui sont là en redondance, qui sont derrière et qui protègent, quoi. Donc, gamma-globuline, c'est infection respiratoire. Déficit T, c'est pneumocystose et virose. HPV, c'est CD28. Le candidose cutanéo-muqueuse, c'est TH17. Et après, on arrive à l'EBV, donc super dada. En fait, c'est un pédiatre Purtilo, David Purtilo, qui est là. Il s'est dit, c'est bizarre. Regardez l'arbre généalogique de cette famille qui est absolument merveilleux, là. C'est bizarre, cette famille, et il y a plein de garçons qui meurent après avoir fait une primo-EBV. La mononucléose, normalement, ce n'est pas censé vous tuer. Ça vous fatigue, ça vous tue de fatigue, mais ça ne vous tue pas son propre. Et là, chez Purtilo, en fait, il avait répertorié tout un tas de familles où que des garçons mouraient de mononucléose. D'accord? Il s'est dit, quand même, ça doit être un truc lié à l'X. Donc, il a publié ça, et donc après, c'est devenu le syndrome de Purtilo. Voilà, c'est comme ça que ça. Et ces patients, en fait, il manquait une molécule qui permet de faire la cytotoxicité des T contre les B infectés par le BV. D'accord? Alors,
Dans la mononucléose, vous infectez l'OB par le bébé, voilà, et vous expandez vos lymphocytes TCD8 pour dézinguer les BEBV. C'est ce qu'on appelle le syndrome mononucléosique, en fait. Ce que vous voyez dans le sang, c'est les TCD8 qui s'expandent à donf pour débarrasser des BEBV. Et comme vous n'avez pas cette molécule qui s'appelle ça monte de Purtilo, en fait, vous êtes incapable de vous débarrasser des BEBV, d'accord? Et donc, en fait, vous mourrez à la mononucléose. Okay, et donc, ça, c'est une des premières maladies. Et en fait, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ces malades qui ont ce défaut de ça, ils n'ont rien d'autre que de l'EBV. D'accord? Donc ça, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la grippe maligne, ils ne font pas le Covid sévère, ils ne font pas la varicelle mortelle, ils font que ça. Et donc ça veut dire un truc, c'est-à-dire que la molécule SAP, elle est professionnelle dans la cytotoxicité anti-EBV. Et si vous avez besoin de dézinguer une cellule infectée par un autre virus, et que vous n'avez pas de ça, on s'en fout, il y a quelqu'un qui prend le relais. Mais pour le BV, personne ne prend le relais. Donc c'est très étonnant. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans les textbooks d'immuno, ce qu'on voit in vitro, quand vous voyez dans la nature comment ça se conduit, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Mais d'un point de vue totalement en dehors de la théorie, ça change quoi pour le patient sur la prise en charge? Quand vous diagnostiquez ça, il faut les greffer de moelle. C'est-à-dire que les Purtilos, c'est tellement grave quand ils rencontrent le bébé, ils font ce qu'on appelle de l'activation macrophagique, et en fait, ils répondent à rien. Quand on fait des toposies et des trucs comme ça, c'est la catastrophe pour ces malades, et ils meurent en réanimation. Donc on les greffe pendant qu'ils sont infectés. Et oui, ça, on tolère ce truc-là. Quand c'est des hémophagocytoses qui les rendent malades, oui, on fait ça. Et puis surtout, quand on trouve un apparenté, parce que c'est lié à Alix, un cousin au côté maternel qui a la mutation et qui n'a pas encore rencontré le bébé, c'est tellement grave qu'ils sont greffés en préventif. Donc, d'où l'intérêt. Donc, c'est gravissime, hein, mais ça dépile. Mais du coup, pour traiter les gens, il faut déjà trouver un cas et orienter tous les... Exactement. Okay. Une fois que l'on trouve un, pour le complément, vous voyez, on a trouvé les 3 sœurs. Les malades que moi j'ai vus avec du Purtilo, il y avait 3 cousins qui avaient 2 ans et qui n'avaient pas rencontré le bébé et qui ont été greffés. Donc pour les familles, c'est lourd, hein, quand même. Et donc, du coup, sur le long terme, un homme qui est greffé, s'il a une descendance, il faut quand même encore les tester. Avant ses descendants. Si c'est une maladie liée à l'X et qu'il a un garçon. Quand il a un garçon, c'est pas sa fille peut être porteuse, donc c'est ses petits-enfants que tu dois tester sur l'X. Parce que s'il a un garçon, il transmet son Y. S'il a une fille, elle est conductrice et donc il faudra prévenir qu'elle peut avoir un enfant. Okay. Donc c'est vraiment une histoire d'arbre généalogique et de dépistage familial. Après, la deuxième chose, et ça je n'ai pas expliqué là en détail, mais quand on trouve la molécule qui est manquante, il y a des essais de thérapie génique qui sont en train d'être faits. Maintenant, ça existe vraiment, notamment en Angleterre et un petit peu en France, mais surtout en Angleterre. Donc on peut remettre la molécule déficiente. Et ça, c'est un peu moins lourd probablement qu'une greffe de moelle en termes de conditionnement, etc. C'est combien de cas, pourquoi de Purtilo? Combien il y en a de 250, un truc comme ça. En France? Dans le monde. Non, c'est pas énorme. Donc devant une primo-bébé grave, il faut rechercher ça. Il y en a un deuxième, parce que ça c'est appelé XLP1, puis il y avait un chercheur de Necker qui travaillait, que je connais bien. Il avait des familles aussi de Purtilo, mais il séquençait le gène SAP et il ne trouvait rien. Et donc ils ont trouvé un deuxième gène qui s'appelle XAP et qui donnait le Purtilo. Donc une primo-bébé qui dégénère, avec le malade en réa, l'hémophagocytose et tout ça, il faut absolument vérifier que ce ne soit pas SAP et XAP. Et le pire qui m'est arrivé ici, c'est un interne qui travaillait à T4, avec qui j'étais hyper pote quand j'étais chez des cliniques. Et un jour, il vient, il me dit ouais, quand j'étais petit, j'ai fait une primo-bébé, j'étais en réanimation, j'ai eu des toposides. J'ai dit ah bon, mais on avait de la génétique. Il me dit non, mais ça remonte à 30 ans. Et en fait, lui, il a des mutations de XAP. Voilà, il est mis en consultation et il se baladait avec sa mutation de XAP comme ça. Interne de T4. Et c'est quand même le truc. Donc, c'était pour la différence entre SAP et XAP. Et en fait, il avait quand même refait un petit épisode d'hémophagocytose quand il avait pris des champignons à l'hyslogène, il m'avait dit. Il était encore en réanimation, je ne sais pas quoi, et vous avez trouvé suffisamment bizarre pour faire une puce. Et donc, voilà, bon. La différence entre SAP et XAP, on s'en fout. Globalement, les gens qui sont sensibles à l'EBV, il y a 2 types de susceptibilité à l'EBV. Soit vous vous infectez par l'EBV et vous mourrez d'hémophagocytose. Donc ça, c'est SAP et XAP. Soit il y a un autre truc qui n'est pas très sympathique non plus, c'est que vous n'arrivez pas à faire proliférer vos T et vous avez des bébés infectés chroniquement par le bébé. Vous développez des lymphomes de Hodgkin de bébé, des lymphoproliférations de bébé. Et en fait, tant qu'on vous a pas mis des T qui marchent, en fait, ça ne marche pas. Donc globalement, la susceptibilité à l'EBV, si on doit classer ça dans le système immunitaire, c'est un défaut T. C'est un défaut T. Ce n'est pas un défaut B. C'est vrai que quand moi je suis arrivé au labo de Sylvain Latour, là, ce gars-là, je croyais que c'était des maladies du lymphocyte B, en fait. Non, le lymphocyte B, il s'est infecté, ça c'est normal, et c'est le système T qui n'arrive pas à se débarrasser des lymphocytes B infectés par le B. Et par exemple, il y a des patients qui font des SAM post-BV et qui n'ont pas forcément cette mutation-là. Qui font une primo-BV lymphagocytelle.
Je sais pas, mais dans les souvenirs, dans les cours sur le SAM, il y avait souvent écrit cause EBV. Mais oui, en fait, et ça, c'est un problème parce que quand vous étudiez des patients qui ont des SAM, en fait, ça crée une sorte de déficit immunitaire, le SAM lui-même. Et le problème de ça, c'est qu'ils ont souvent de la PCR-EBV à 2-3 logs, il ne faut pas du tout retenir EBV comme cause. En fait, c'est la conséquence du déficit immunitaire. Nous qui voyons beaucoup de SAM dans le service, là, ils ont tout le temps 3 logs de BV. Par contre, quand ils ont 8 logs de BV, tu peux te dire, est-ce que le BV a vraiment un rôle dans la cause du SAM? Donc, il faut faire une sérologie EBV pour diagnostiquer la primo. Et si ce n'est pas une primo, effectivement, il faut chercher un ganglion pour voir s'il n'a pas une infoprol. Mais EBV lui-même, tu as des réactivations au cours des SAM, mais en fait, le malade, il a un FOMT qui n'a rien à voir avec le CHUNB. Et souvent, on voit ce truc-là, y compris dans les publications. Un SAM EBV+, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pareil, est-ce que par exemple, les patients qui ont un info EBV+, du coup, ça sous-entend qu'il y a un peut-être minimum de déficit immunitaire? C'est une bonne question. Oui. Et il y a une prévalence de l'info-EBV très importante quand même chez les patients HIV. Ça, c'est quand même un argument qui va dans le sens de ce que tu dis, beaucoup plus que dans la population générale. Il y a des familles multiplexes, il y a des enfants morts de Hodgkin EBV, le frère l'info-EBV, on a trouvé des maladies génétiques. Et nous, moi, j'étais allé dans ce labo pour étudier les adultes qui faisaient des lymphoproliférations EBV à répétition et qui n'étaient pas HIV. Et donc, on a fait de l'exome chez ces patients-là. On a trouvé quelques maladies génétiques, mais sinon, on n'a pas trouvé la cause de ça. Et donc, est-ce qu'il faut adresser les patients qui ont des lympho-EBV+ en consultation individuelle? C'est exactement la question de savoir où on met le curseur, à partir de quand on les explore. Si le mec, il a un lympho-EBV+, d'emblée SAD4, qu'il a fait des lymphocytoses, que quand vous faites une électrophorèse, une patient comme ça, et qu'il a une hypogamma, et qui n'est pas HIV, ça des présentations de lymphomes qu'on dirait des lymphomes HIV, et ceux-là, ils sont quand même à explorer probablement. Après, je ne dis pas qu'on a la cause chez l'adulte, parce que moi j'ai cherché en génétique. Franchement, on n'a pas trouvé des mutations chez l'adulte. C'est un peu comme le DICV, ça doit être un autre mécanisme, mais en tout cas, ils n'arrivent pas à se battre contre le BV. Donc le BV, c'est quand même difficile. Et après, ça, c'est des infections à champignons, vous voyez. Si vous voyez des patients qui ont ça, c'est des patients qui ont une dermatophytose. Donc vous voyez, c'est horrible, ça mutile, ça fait des trous et tout comme ça. Clairement, il faut que vous appeliez un immunologiste pour faire une recherche génétique. A fortiori, si c'est une famille multiplexe. Si on a 3 comme ça, et c'est terrible. Non, mais en plus, surtout chez l'adulte, on n'y pense jamais. Moi, à la Rivoisière, un jour, il m'appelle, tiens, un vendredi, on dirait un mec de 25 ans, il est hospitalisé en réa avec un choc septique, d'accord? On n'a rien mis en évidence, il est sous antibiotiques, il a une cellulite de la face, et en fait, il n'évolue pas bien, et on se demande quand même s'il n'y aurait pas un déficit immunitaire. Gamma-globuline normale, il était lymphopénique, mais il était en sepsis grave, etc. Et en fait, il meurt, le type, et en fait, c'était ça. Il avait du candida partout. Super invasif du coup. Et en fait, il avait un défaut de Carneuf, ce pauvre gars. Mais en fait, c'est ce que je disais sur le contexte. Bon, on m'appelle, il y a 25 ans, il a un choc septique, est-ce qu'il peut arriver? Et en fait, on me dit c'est un déficit immunitaire, c'est hyper compliqué. Et d'habitude, les moyens d'explorer les déficits immunitaires, les gamma-globulines, le phéno et tout ça, vous ne voyez rien. C'est complètement à côté. Donc, et en fait, il n'y avait pas de prélèvement, donc on ne savait pas que c'était du candida. Évidemment, on m'aurait dit il a une cellulite de la face à candida. J'aurais dit oui, effectivement, il a peut-être un défaut d'immunité innée pour la reconnaissance du candida. Mais enfin bon, c'est catastrophique. Hein. Et donc, à quel moment il faut suspecter un déficit immunitaire primitif et faire de la génétique? Aidez-vous des arts généalogiques. Ce matin, on fait la visite. Il y a une dame qui est hospitalisée pour un PTT, une maladie, un purpura thrombotique thrombocytopénique, une microangiopathie thrombotique. Dans ce mécanisme-là, vous avez des anticorps qui sont dirigés contre l'ADAM stress, les métalloprotéases qui clivent le membrane. Peu importe, c'est une maladie auto-immune. Et donc on fait la visite, donc elle a reçu ses échanges plasmatiques, le rituximab, le caplacizumab, bref, de trucs classiques de chez classique. Dans le PTT qu'on a dans le service, on en voit plein. Il passe par Saint-Louis. Saint-Louis, c'est un centre de rêve de PTT. Donc voilà. Et je dis, bon, quand même, est-ce qu'il y a un truc qui change de la routine du PTT, d'envoyer des PTT? Et donc on me dit, ah oui, donc je vois qu'il n'y a pas de contexte familial, et on me dit si sa mère a un lupus. D'accord, bon. Je dis, c'est quand même bizarre, on va aller voir la dame. Et donc on va voir la dame, on se rend compte qu'elle a un Sjögren, elle a les yeux secs, machin, ils m'ont contre-indiqué les lentilles, donc ça, c'est la première chose. Sa mère a un lupus, et je dis, il y a d'autres lupus. Ah oui, il y a maintenant, ma soeur a un lupus aussi. Je dis, ah d'accord, ok, il y a d'autres trucs, oui, mon frère a le leucémie. Et donc on s'est retrouvés, vous voyez, on était partis à la visite, il y avait la dame, elle n'est pas morte, hein, avec son PTT, puis en fait, quand on a fait l'arbre généalogique, il y avait 4 trucs qui touchaient le système immuno-hématologique. Donc elle est partie à l'équerre se faire séquencer. Et donc vous voyez, si vous ne cherchez pas, si vous n'êtes pas relou avec les patients, vous demandant le cousin, le truc machin, vous passez à côté. Après, qu'est-ce qui doit vous mettre la voie devant une infection sur un déficit immunitaire? S'il y a autre chose que de l'infection.
Typiquement, le mec qui a fait un PTI, qui a fait une cytopénie auto-immune, ou à qui on a braqué un ganglion et qui a fait une sarcoïdite, une sarcoïdose, ou qui a une anomalie développementale, comme le Rudy, là, dans cette version dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà. Donc, vous voyez, les bases du système immunitaire, c'est ça, quoi. Le système immunitaire, dans la nature, ça sert, c'est compartimentalisé. Donc voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas quelle heure il est, 19h30, on est pas mal. Et il reste toujours des gens sur le chat ou il y a un décès généralisé là? Je ne sais pas, regardez. Mathilde, une très belle photo. Mais bon, écoutez, bon, il y a toujours le même nombre de personnes, donc ça c'est plutôt rassurant. Il y a des questions ou pas? Peut-être, il faut peut-être attendre 2 minutes. Non, mais c'est pas trop avec ça. Ce que j'ai jamais demandé. C'est quoi le rôle d'une lymphocyte NK? Ben, on ne sait pas du tout. Et d'ailleurs, il y a même des immunologistes éminents, Alain Fischer, que vous connaissez probablement, là, on l'a connu dans la vaccination du Covid, mais qui est un type qui a décrit toutes ces maladies-là, et qui a fait le premier essai de thérapie génique. Il a toujours eu un doute sur le NK. Moi, je travaillais dans son labo, et on pouvait discuter avec lui, il était sur son bureau, sans jamais le voir, pour lui demander des trucs. Quand il avait le temps, il pouvait répondre. Et en fait, ce qu'il dit, il dit, je ne sais pas à quoi servent les NK. Parce qu'en fait, je ne connais pas de déficit dans la nature où les malades n'ont pas de NK que ça. Et ils ont des maladies. Et d'ailleurs, le deuxième argument qu'il donne, c'est après la greffe, il y a tout un tas de malades qui ne récupèrent aucun NK. Et quand vous les comparez, le groupe NK- versus NK+, après une greffe de moelle, il n'y a aucune différence dans le type d'infection. Et donc, mais après, c'est des malades qui sont après greffe substitués à l'immunoglobuline. Donc peut-être qu'on cache des effets. Alors, récemment, il y a eu un papier dans Blood pour essayer de répondre à ta question, où ils ont regardé ces patients NK- versus NK+, et ils ont regardé le microbiote de leur PIF, et les lymphocytes invariants et la sécrétion d'anticorps localement. Et en fait, ceux qui avaient des NK, souvent, ils avaient un microbiote qui était anormal. Et donc, peut-être que les NK, ça sert à la régulation tissulaire de la réponse immunitaire, pas du tout systémique. Après, cliniquement, ils n'avaient aucune différence. Donc, peut-être que ça ne sert à rien, en fait, les NK. Donc, on n'a pas trouvé. Parce que tant qu'on n'aura pas trouvé un gars qui a 0 NK et qui a une maladie, on a toujours dit que c'est cytotoxique, ça reconnaît le soi et machin. Ça n'a rien. Donc, étonnant. Non, il n'y a pas de question. Ça va, merci. Bon. Je crois qu'il y avait une question. Ah oui, si on a un déficit en sous-classe, on supplémente de la même manière tous. C'est la même chose que les hypogamma, quoi. Si on a un déficit en sous-classe sans infection sévère, sans infection tout court, on peut dire, on peut opter pour la stratégie antibiotique sévère. D'accord? S'il y a des infections peu sévères, on peut faire l'antibioprophylaxie. Si c'est une infection sévère, on fait exactement comme l'hypogamma, on supplémente. Ouais. Du coup, on met toutes les IG ou que celles qui manquent? Alors, on n'a pas de moyen de trier. Ouais. Les IgG4, peut-être que ça ne sert à rien, mais dans les mélanges de donneurs IgG, il y a des IgG2 et souvent ça suffit pour améliorer par les malades. Voilà. Si c'est des questions qui vous viennent secondairement, voilà, à bientôt peut-être. Oui, bien sûr. Il a dit, le truc des virus, avant de faire un truc comme virus, l'arrêt, un geste pour chercher un déficit. C'est une question. C'est un c'est le sujet de master. Le Fréman, j'ai laissé les 28. J'ai fait mon master à Imagine. Ah oui? Ouais. Bah oui, c'est Vivien. Oui, Vivien qui avait fait Vivien? Oui, ah, oui. c'est lui qui m'a encadré. Ah oui, c'est lui qui a trouvé ça. Ouais. Du coup, je devais bosser sur la RLTPR. Ah oui, ça c'est parce que chez la RLTPR, ça aussi, ça tient, c'est des 28 ans. C'est ça. Et puis, du coup, comme lui, en faisant bosser sur la RLTPR, il bossait sur les 28, j'avais un peu participé à ça. Ouais. Ah oui, non, ça vient d'où ça? Store & Go? Oui, c'est ça. Ce soir, la télé. Au revoir.